Bonjour et bienvenue sur 48FM, vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast cinéma. Bonjour les copains. Bonjour. Pour rappel, et comme toujours, l'émission est transmise le jeudi sur 48FM à midi et sur toutes vos plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, etc. Oui, vous êtes tous chauds patates parce que je vois, c'est chouette. Je me sens seul, mais c'est cool moi. Non, oui. Est-ce que vous êtes chaud Tous les jeudis, Oui. Après avoir parlé de Bergman, Demi, Frankenstein ou d'autres top de l'année, il est temps d'abandonner un peu notre sacro-saint cinéma d'auteur pour parler de très gros, du gros mot des cinéphiles, la franchise. Pour commencer, comme toujours, et parce qu'on est dans une ambiance un peu à la Qui veut gagner des millions, c'est parti pour un TTMC. Il n'y a pas une charade avant. Non, j'ai pas prévu de charade. Merde, putain, j'avais fait de l'espace sur mon Super, en doc plus. pour pouvoir noter. Je peux prévoir une charade. Non, c'est mais ok, il va falloir c'est que ok. je la fasse en 2-2. Surtout qu'il me faut du temps pour faire les charades, c'est un truc de fou. Ok, c'est parti. Mais je te rassure, Eva, bientôt vous aurez une nouvelle animatrice à ma place la semaine prochaine. Et vous allez voir à quel point ça va être joie de faire des TTMC et des charades. La roue Mais moi, tourne. je veux pas être contre Marco, TTMC, je veux rien savoir répondre. Marco, il aura toutes les réponses. Non, ça va pas. Si tu fais un truc sur Delphine Seyrig, franchement, je vais te faire défoncer. Ok, on va essayer alors. Mais c'est parti pour un TTMC sur les grandes franchises du cinéma. Donc normalement, cette fois, chers auditeurs et auditrices, vous êtes potentiellement bien meilleurs que la plupart des podcasteurs de C'est bien possible. Parce que Effectivement. franchement, je pense que je suis pas mauvais parce que c'est mon kiff dans la vie, les franchises de merde. Mais je pense qu'à l'inverse, les fans de films d'auteur comme Félicien vont être en panique totale. Oui, bon, je sais pas si je suis un fan de films d'auteur, mais je suis pas un fan de. De nos Non, franchises. les franchises, j'adore ça. Ah, moi, tu me mets devant Le Seigneur des Anneaux. T'as pris la franchise aussi. Ouais, j'allais Tu dire me mets Hunger devant. Games, Divergente. J'ai- Ouais, c'est ça, quoi. Hunger Games, voilà, Games. génial. Tu me Le mets devant labyrinthe. ça. Je suis Excellent. tout Le yeux. labyrinthe. Non. Alors, Oui. j'ai dit Le sélectionner, labyrinthe, il y a super. que 13 questions, hein, donc calmez-vous. Il y aura Non, pas toutes non, vos moi, sagas de j'aime Jordan. bien. C'est parti pour. On va de 1 à 13, je Ok. rappelle. Ok. Alors, je propose d'abord que vous tentiez une question et après je les fais une par une, comme la dernière fois qu'on Ok, avait dit. ok, Et donc, pareil. le premier qui répond a le point. Ok. Ah, waouh. Ah oui, ok. c'est- D'abord, la Ok. question qui vaut 3 points. Vous me dites. Qui vaut sa valeur. Donc, si Ok. vous dites la question 5, vous avez 5 points. Ok, Ok. ça va. Ok. Si vous dites la question Ok. 13, Moi, vous je vais avez être 13 points. joueuse. Je vais être joueuse. Vas-y, Eva. Non, c'est facile. Jusqu'à là, je vous donne un indice comme ça. La 6. Ok. La 6, franchement, jusqu'à la 6, ça va. Ok. Après, Oh il y a là des là. questions qui sont. La 6. Donne-moi la 6. Ouf, c'est la plus facile du monde. Dans Spider-Man, quel acteur interprète Peter Parker dans la trilogie réalisée par Sam Raimi? Et Tobey Maguire. c'est pas le sujet de ma chronique, quoi. Donc 6 points pour Eva. Oh, je suis trop Eh. forte. Attends, je vais les noter parce que. Ah ouais, Vas-y, on garde les note-le. scores, Ouais, ouais. carrément. On regarde Ok. les scores carrément. Félicien. Écoute, donc attends, on peut aller jusqu'à. Parce que la dernière 13. fois. Jusqu'à 13. Oui, mais la dernière fois, t'avais interdit à ce que nous, on aille en dessous de 4. Est-ce que là, on peut J'ai aller interdit en dessous de 4. Ah, quoique, Et confiance, vous Félicien. pouvez dire en dessous de 4, mais franchement, C'est honteux si on les a pas. si vous les avez pas, c'est plus que vous avez passé pour des vraiment très mauvais critiques de cinéma. C'est Bon, pour ça, mais. Mais c'est J'ai juste dit- récent. Bébé T'as critique. dit 6, Eva? Ouais, j'ai dit 6. Je sais pas si je dis 7 ou 5. 7. 7. Je trouve ça facile, mais c'est peut-être moi. Quel acteur interprète James Bond dans Casino Royale, sorti en 2006? C'est pas le réalisateur. Enfin, le réalisateur. L'acteur. L'acteur dans Cuir? Non, c'est pas pas Daniel Daniel Craig, On peut rien c'est dire, on peut plus rien dire, on récent. peut rien dire, on peut rien Ah dire. bah alors, C'est je pas sais lui. On peut rien dire. Dis un Je sais truc. pas. Bah, je dis- sais pas. C'est pas le mec qui a joué dans Mamma Mia, là. C'est Daniel Craig. Ah, Ah, voilà, on t'a induit en erreur. Je t'ai dit, dis quelque chose. Non, mais On sérieusement. a induit en erreur. Mais Merde. la moitié des points, la moitié des points. La 3 moitié points des pour Oui, Félix. oui, oui. Mais attends, Et 2006, moi je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça, Daniel Craig. Je pense que Bah, c'était 2006, genre 2013. Bah non, 2006, c'est le premier de Daniel Craig. hein. Putain, Après, Voilà. il a fait 4. Daniel Craig 4 ou 5. Je les ai pas tous en Ouais, tête. bah, mais donc, il si a là fait- j'ai raté, Ah, c'est pas de ma faute. Bah, Non, c'est ta tu faute. l'as. parce que- On l'a. Je l'avais. Ouais, oui, tu Je l'as. l'avais. Tu l'as. Je l'avais. Alors, on t'écoute. Je vais même mettre 4. Allez. Allez, 9. Oh là là. Je vais me flopper. Waouh. Calice. Oh non. Mauvais choix. Au vu de la tête de Marco. Non, l'écrire ici. non, normalement, c'est possible parce que. Bref, je vais pas donner plus d'indices que ça. Quel est le réalisateur du premier film Mission Impossible? J'en ai vu aucun, pauvre. Non, mais c'est pas. Normalement, il y a un autre truc. Tom pour Cruise. l'avoir. C'est un film DIY, il a tout fait lui-même. Non, mais tu Non, mais connais il y a, le réalisateur. il y a Ah, un Mike réalisateur Supposed to Know relativement connu, non, qui a Mission fait Impossible. Mission Impossible.
Ah oui, Je très sais pas très, pourquoi. très connu, mais c'est pas grave. Vas-y, donne une lettre. Non, je peux. C'est ça où t'as pas de point. Hein. Il y a pas d'indice. Oui, mais je il faut suis le dire nulle, après. moi, en réel. Ah, mais non, lui tu le Ah connais. si tu le connais, tu le connais. Ah, si tu le connais. Tu le Mais connais. c'est atroce de dire Je ça. peux te donner un indice Non, ou pas Vas-y, est-ce donne-moi un que, est-ce indice. que, est-ce que, ah ok, non, on peut pas. Mimez-le. Attends. Mimez-le. Euh, C'est chaud. On est en podcast, hein, les gars, donc mimer, c'est pas C'est pas la bonne idée. Eva mime une explosion. Et je ouais, vois, mais voilà, c'est un volcan. Non. C'est pas grave, c'est pas grave. What? J'ai rien là qui me vient en tête. Félicien, tu l'as? Mais je sais pas, je sais pas, non. Donald Là- Trump. Là, Super réa. je sais plus qui a réalisé à des Missions Impossibles qui était hyper connu. Je sais pas si c'était Del Toro Il ou, fait partie. ou Oui. Tim Tim Movie Burton. Ah quoi? Eva, ça m'aide pas ce que tu fais. Ah, I love Movie you so Vous much, mais... vibrate et Explosion. Apocalypse Ah, Now. what? De Palma? Ouais. oui. Bah, Quoi Brian De Palma fait le premier, c'est impossible. Bah oui. Ah bah ouais, that's comme so quoi. bizarre. Vous avez même pas pourquoi écouté ma pas super critique. Mais ma oui, clip et super on en chronique en parlait. plus. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me disais qu'il y avait quelqu'un. Et pourquoi Mais oui, Guillermo tu del l'as Toro? dit. Parce qu'on a parlé aussi de Del Toro. À mon avis, c'est pour ça que j'ai Ouais, ça m'étonnerait pas. confondu. J'ai un peu. Tu l'as dit. Oui, je l'ai dit dans ma chronique. Je l'avais dit, c'est pour ça. Dans ma chronique. Bah, Il y a bien bien longtemps. sûr, Il y a bien Marco. longtemps. Bah il y a bien longtemps. Ah oui, c'est il faut pas fou. abuser. Hein. J'aurais jamais trouvé par moi-même. Vas-y, donne-en une autre. Bah du coup, c'est parti pour le mythique Ok. jeu. Le premier qui Ok. répond a Ok. le point. C'est un Let's point go. à chaque fois maximum. Attendez, je me craque le cou. Attention, attention. Question 1, la plus facile. Dans Jurassic Park, quels animaux préhistoriques sont recréés? Dinosaure. Putain, mais. C'est Lucie qui C'est- a le point. Oh non. Oui, ok, oui, l'alien est prélevé sur des moustiques fossilisés. Effectivement, très simple. Dans Shrek, quel animal Un âne. devient le meilleur ami Bon, de allez, Shrek? non. Elle a mais c'est pas de la dit ça, elle fait de la triche. triche. C'est de la triche. De quoi? Elle a dit avant que t'aies fini la On le question. savait tous. Bah, Bah, ouais, c'était ça ou le chat, hein. oui, c'est vrai. Bon, c'est voilà. Tu Dans perds toujours. Hunger Games, comment s'appelle l'héroïne interprétée par Katniss Everdeen. Je Moi, pense j'ai que dit c'est. Je sais pas qui c'est. Katniss Everdeen. Moi, Mais j'ai dit C'est vrai Eva, qu'elle elle a a dit dit le le nom nom en entier, complet. ouais, ouais, Moi, non. j'ai dit le prénom seulement. Du coup, c'est combien de points là? C'est un point toujours, c'est un point à chaque fois. Et Ah, ici, merde. Oh, pfff. mais vous en avez On se bat pour ça, Eva. Faisons la paix. Non. Dans le Marvel Cinematic Universe, quel film est le premier à réunir plusieurs héros principaux? Ah, Endgame. je sais. Non. Oh, zut. C'est un truc un peu guéguerre. Mais Avengers, comment c'est lequel? C'est pas lui? Avengers, tout court. Oui. Ah. Ah bah voilà. Oh non, Quand ils je sont pensais dans que c'était l'aéroport. Iron Man de. Avengers, point. C'est Ok, celui avec bah voilà, Loki. parfait. Je sais lequel dans le premier, sans vouloir spoiler de quoi on va parler, dans lequel le Spider-Man est arrivé le premier, mais c'était un truc genre Iron Man, la guerre des Civil War. Civil War, ouais, voilà, je savais qu'il y avait un truc. Je suis une machine sur, sur MCU, là, c'est bon quoi. Guéguerre. On continue. Dans Matrix, Oh, que propose Morpheus à Neo qui est rouge ou bleu? Pilule. pilule. Allez. C'est vraiment Et une je gagne question là ou de- quoi? T'as dit quoi là? T'as dit quoi les questions là? Non, j'ai dit c'est une question de rapidité. J'étais Ah, seulement oui, en train de- oui, Là, oui. c'est des questions faciles. Quel film constitue à la fois un préquel et un spin-off à la saga Harry Potter? Les animaux fantastiques. Putain de yes. Quoi? Mes Trop jours de fort. Potterhead ont Bien payé. joué. I had them too. J'ai dépensé des centaines d'euros. Oh, ma vie. On peut pas. J'ai une baguette à vendre si tu veux. Mais moi aussi, j'en ai plein. Allez, on va Prenez-les. faire du troc en rentrant. Dans la franchise, là on arrive sur des questions donc un peu plus dures. Hein. Dans la franchise Terminator, quel film est le premier à présenter un Terminator interprété par Arnold Schwarzenegger comme allié des héros plutôt que comme antagoniste principal? Le 3. Le 2. Allez. T'as dit au hasard ou pas? Ok, Sarah Connor. mais justement, c'est là où il va John Connor et oh, il est trop bien. Terminator 2, c'est un chef-d'œuvre, vraiment. Je le recommande. On enchaîne. Je vous écrase. hein. Dans la saga Vraiment. Alien, Oh, quel est le Oh, mon seul Dieu. film de la série principale dans lequel Sigourney Weaver, alias Ripley, n'apparaît pas? le 3. Le 2. Le 4. C'est pas un numéro. Le Il faut 1. dire le nom. Ah. Revenge. Vous avez pas vu les aliens? Non. 0. Alien Directeur. Le Oh 8e non. passager. Ça, c'est le 1. Oh, mais c'est le seul que je connais. Space. C'est pas grave. C'était Alien Covenant. J'aurais pu. Non. Dans la saga Star Wars, là on arrive sur une question qui est à niveau 12 au cas où. Hein, donc, Oh, Oh. terrible. Dans la saga Star Wars, quel est le seul réalisateur de la trilogie originale à ne pas être né hors des États-Unis? Mais moi Ah, j'ai les juste. animateurs à Moi j'ai carton. George Lucas et j'ai Gigi. Bah ouais, c'est ça quoi. Gigi? Bah, George Lucas, c'est oui, qui n'est pas né en dehors des États-Unis, donc qui est né dans les États-Unis. George Ah ok Lucas. d'accord, pardon, oui. C'est uniquement Ça, lui. c'est une double négation. C'est Ok ça qui est. d'accord, ok. Bah oui, George. Donc c'est lui.
C'est Georges. George Lucas. Il est né où Et Alvin Keshner. Mais Toi, c'est quoi cette question? Elle est super simple. celle-là était facile. C'est Oui. une question piège. C'est une question. Ouais. Non, vous n'aurez qu'une réponse. Ce C'est pour serait ça. des Donc là, super je vous aurais- QCM à l'UNIF, Marco. Ouais. Et la dernière qui est quasiment impossible. Enfin, voilà. Dans la saga de James Bond, quel est le bon, titre du ça part film mal. de 1967 qui constitue une adaptation concurrente de Casino Royale réalisée en dehors de la série officielle par Eon et réunissant plusieurs réalisateurs? Casino Princier. Queen Casino. Queen Size Casino. C'était Casino Royale de 1967. Allez, Petite question la piège. question Waouh. piège, la doublette, quoi. Eh ben, vous savez quoi? Je vous écrase quand même. Ouais. Là, 11 points pour moi, 4 pour Félicien, 3 pour Allez. Luc. Yes. J'ai eu aucun poids sur le reste. Mais c'est pourquoi? Parce Parce que que c'est non, ok, c'est une question de rapidité, mais on attend quand même que Marco ait terminé. de Non, poser non, la non. question. Dans les trucs, non. Par exemple, parce que Rien à faire. L'âne, je l'aurais eu. En fait, si on était au Je l'avais 12 coups déjà de dans ma midi, tête. Jean-Luc, il attendrait pas que tu finisses la question. Est-ce Genre, qu'on il est au faudrait- 12 coups de midi? Est-ce qu'il y a du Il est respect midi, au 12 coups de donc. midi? Ah ouais. Donc après Ah, cet je suis TMC, encore une fois contente. en folie, qui est Mais vraiment. c'est de pire en pire. C'est le chaos. C'est le chaos. Mais c'est pas grave, parce qu'à présent, il est temps de vous parler. Donc aujourd'hui, on vous parle de franchise. Avant de commencer à proprement parler du truc, je vous propose de parler un peu de ce que c'est une franchise. Avant de vous dévoiler, divulgacher sur quelle franchise on va s'attarder ici, qui va nous servir de fil rouge en fait à nos différents intervenants. Donc à la base, une franchise désigne l'exploitation d'une même propriété intellectuelle à travers plusieurs œuvres. Les franchises marquantes, on peut citer notamment Star Wars, mais on peut citer aussi des sagas qui sont peut-être plus littéraires, comme les Harry Potter à la base, qui après, leur franchise s'est étendue sur des films, bientôt sur une série, sur des films d'animation, pas encore. Jeux non, je vidéo. pense pas. Sur des jeux vidéo, absolument. On peut citer Pokémon, hein, qui est à la fois un live action qu'il y a eu maintenant, il y a eu une série d'animation, il y a eu les jeux vidéo, il y a eu tout le merc à côté avec tous les trucs, une quantité incroyable de trucs. On peut citer, donc il y a beaucoup de franchises, mais une franchise, il faut juste retenir que c'est en gros un univers qui est lié souvent à une personnalité ou un truc du style, quoi. Il y a souvent un créateur et après ça va s'étendre de plus en plus. Par exemple, le MCU, Marvel Cinematic Universe, notamment par Stan Lee, est en fait une franchise, une immense franchise du coup qui compte maintenant quasiment une cinquantaine de films, une trentaine d'épisodes annexes, etc., qu'on essaie de recoller. Il y a 5-6 séries auxiliaires, il y a une quantité de comics absolument folle, etc. Donc c'est une très très grosse franchise. Et on fera là-dessus un peu plus tard, évidemment. Mais une franchise, ce n'est pas forcément faire film 1, film 2, film 3. Je parle ici au cinéma. Elle peut aussi se développer en toute une sorte de direction, raconter des suites, les origines d'une histoire, se concentrer sur un personnage secondaire, refaire un film existant, repartir de zéro ou encore connecter plusieurs univers entre eux. Séquelles, préquelles, spin-off, remake, reboot, crossover, etc. Ce sera donc autant de manières différentes de faire vivre et surtout de faire fructifier une franchise cinématographique qu'on va approfondir ici, dans ce magnifique podcast, évidemment. Il est intéressant aussi de placer une petite nuance entre franchise et saga. C'est pas exactement des synonymes. Une saga renvoie davantage à une série d'œuvres formant un récit en ensemble ou un ensemble cohérent. Par exemple, on peut citer Harry Potter, donc du 1 au 7, c'est une saga. Et par contre, si on prend Harry Potter plus les Animaux Fantastiques, c'est justement ici une franchise. Ok. Donc on peut vraiment voir ça comme une petite différence. Félicie va mourir, c'est pas grave. Avec notamment les Spider-Man, ça fonctionne aussi très bien. On a donc plusieurs sagas qui ensemble forment une franchise. Ok. Intéressant de parler de franchise, et donc je ne sais pas si vous le savez, mais voilà, un petit divulgachage tout à l'heure. Quelle est d'après vous la franchise la plus lucrative de l'histoire? Bah, Lucie, Ouais. je te laisse le dire, c'est ta franchise. Attrapez-les Effectivement, tous. c'est Pokémon qui a 147 milliards. Mais c'est trop Waouh. fou. Hein. Donc ici, on parle des jeux vidéo, du merc, des films d'animation, on parle de tout. On est à 147 milliards. C'est fou. C'est quasiment 2 fois plus que celle qui vient juste en dessous, qui est d'après vous. Deux indices. C'est une saga japonaise basée sur un personnage Godzilla. Sonic. Godzilla. qui est plutôt féminin, Ah. même s'il est plutôt Sailor Moon. anthropomorphique. C'est un chat. un chat. Qui est Garfield. Ah bah Hello Kitty. C'est Hello Kitty. Ah putain. Ah oui. rien à Hello voir avec Kitty. Garfield. 89 milliards. Oh waouh. Ah, c'est complètement fou ça. Mais j'ai Genre, l'impression ouais, qu'Hello un chat Kitty c'est milliardaire. plus vraiment consommation de biens que vraiment regarder des dessins animés. C'est et ce qui tout, compte quand aussi. même. Ici, on compte en C'est fou, milliards. hein. Enfin, Comme c'est juste Pokémon, l'argent ouais. qui compte. Ouais. Pokémon Et aussi, Pokémon, il y a des très bons films. Et- oui, c'est non, vrai. non, il y a pas Les de- films d'animation sont chouettes. Non, c'est pas grave. On fera un, Disgrâce. ah ouais, Un non, épisode ouais. spécial. Bataille. Le troisième, parce qu'il est quand même mentionnable. Alors, si vous le trouvez, bravo. C'est une série de livres qui a après donné des films. Et c'est pour enfants, pour petits, vraiment, avec comme personnage principal un ours. Petit ours brun. Rila Kuma.
Un ours Attends, si, je l'ai. Allez, comment il s'appelle? Putain, je l'ai. Il y a aussi Burrico. Bourrico. Ah, Winnie. Ah, bah oui. Winnie l'ourson. Oh, Oui, je l'avais pas bourriquet, du tout, ma c'est pas du vie. tout, j'allais C'est chercher un truc bourriquet. super loin. Eh, mais c'est un business en vrai. 76 milliards. C'est La bourriquet. franchise Winnie l'ourson, 76. Oui, Bourriquet. Bourrico. Bah, ça, c'est pas déconné, franchement. C'est quoi ce pour rire J'étais pas un gros fan, j'avoue. J'aurais pas vu le truc, je pensais juste que t'étais là en mode moi j'aime bien Bourriquet, du coup je vais redire son nom. Je suis sûre, bourriquet. C'est je vais quand même fou. dire la quatrième, qui est quand même. Ça m'étonne moins. C'est la franchise. MCU. Non. Même pas. De Disney. La première franchise de Disney. Mickey. Ah ouais. Ah. Mickey Mouse and Friends. Et donc là, on est sur 74 milliards. Oui, c'est pas étonnant ça. Ouais, C'est je plus pensais que ça étonnant, serait plus haut. Winnie Après, c'est la l'ourson. série. Après, D'ailleurs- c'est la série cinéma. MCU. Non. Cinéma uniquement. Surtout, la base de cette série-là, c'est une série. C'est la naissance des franchises. Bah, c'est Star Wars, narrative, ouais. oui, Star Wars. Ah, Ouais. Et d'ailleurs, anecdote, pendant la pause club, je regardais un réel sur Insta qui m'a appris qu'en fait le nom Disney, c'est en fait un truc normand. Enfin, le nom, il est normand à la What base. et ça veut dire quoi? Bah c'est non, c'est juste c'est un nom de famille normand qui Oh du coup a immigré en Angleterre puis en Bah, ça fait Irlande pas et du tout d'Irlande normand, jusqu'aux donc c'est États-Unis. Donc, et genre et c'était wow. Disney, je crois un truc comme ça et puis c'est devenu Disney. C'est trop Disney. fun. Improbable. Mais oui. Ok. Ouais, représente Ouais, les Disney, racines. normand. Mais c'est stylé comme nom Ouais. de famille Normand. en plus. Mais c'est peut-être parce qu'on l'entend beaucoup, mais. Je le cite ici parce que je sais que vous êtes plutôt fan, malheureusement. Vous étiez fan. Oui, on on est est plus fan dessus. je sais de quoi il parle. Top 10, du coup, des Cancel. plus grosses franchises à 32 milliards, c'est évidemment du coup les Harry Potter. Ouais. Putain. Et juste en dessous, vraiment, qui la talonne, donc on a 32 milliards à 31,7 milliards, qui va sûrement le dépasser du coup après le succès du box-office du dernier. Ce sera Spider-Man. Ouais. C'est Spider-Man. Ah. Et juste en dessous, c'est mentionnable, c'est Marvel. Marvel Ah. est en dessous de Spider-Man. Oh Attends, waouh. waouh, c'est On s'est parlé fou, de ça. franchise vu que Spider-Man après a été séparé du coup à cause des accords Sony, on reviendra dessus. Ouais. Oui. Mais Spider-Man a un meilleur box-office total, donc on parle du Merc évidemment, des comics, etc. Ouais, bah ouais. que le Ah, Marvel. c'est fou. Ah, c'est Oh, bah, incroyable. c'est ça. surprenant ça. Donc Mais dans le les Marvel Marvel, Cinematic Universe, on a 30,2 milliards. Ah, c'est c'est plus bas surprenant. que. Ah oui, bah ça, tu vois, je pensais Voilà, que le. je le dis, c'est un fun Marvel fact. était- Après, ma source, c'est était plus haut. Wikipédia, donc à vos risques et périls, mais c'est la seule qui reprenait vraiment tous les trucs qui était la plus claire en fait par rapport à ça, clairement. Très bonne source Wikipédia. hein. Bah, je le mentionne ici parce que voilà, c'est peut-être pas le plus vrai de tous les trucs, mais ici on est vraiment sur. Ça me paraît pas non plus déconner en fait quand j'écoute Ouais. Pokémon en numéro 1, ça me paraît pas Bah, fou. c'est clair en fait. C'est clair. Ok, donc, comme on le dit ici, comme vous en doutez certainement, si je vous dis de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Spider-Man. Oui, donc aujourd'hui, pour reparler des franchises et surtout des différents axes, on en a parlé un peu, donc reboot, remake, préquel, séquel, etc. On va en fait vous prendre un axe qui est plutôt d'actualité, qui est l'axe de Spider-Man. D'ailleurs, à la fin, restez bien jusqu'au bout, vu qu'à la fin, on fera une petite critique du dernier film Spider-Man Breath of New Day, avec Lucie et Eva, parce que Félicien l'a loupé. Honte à moi. Shame on you. Honte. Mais on commence directement. Et pour parler un peu de Spider-Man, c'est moi qui m'y colle pour la base de Spider-Man. Donc avant tout, j'imagine que vous le savez, Spider-Man, c'est quoi? Comics. Oui, un comics de... Bah, Stanley et Chouchou là, comment il s'appelle Litly. Non, pas Litly, je confonds. C'est, oui, oui. Qui Qui Eh ben, on va le savoir dans 2 secondes, juste après la petite pub. Qui est Spider-Man? C'est un criminel, voilà qui c'est. Un mercenaire, un ennemi public. Qu'est-ce que cette fricouille fait sur ma une? Monsieur Jameson, votre femme sur la 2, elle voudrait savoir... Monsieur Jameson, il y a un problème avec la page 6. Eh ben nous, on a un problème avec la une, la ferme. Bien. Alors? Mais c'est un scoop. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben ils vont apprendre. Il a quand même sauvé 6 personnes dans ce métro. Ça devait être lui le responsable de l'accident. Un machin déraille et ce nuisible appareil, regardez ça. Il fuit les lieux du crime. Que dites-vous de ça? Mais non, il ne fuyait pas, il allait probablement sauver quelqu'un d'autre. Ce type est un héros. Alors pourquoi il porte un masque? Qu'est-ce qu'il a à cacher? Elle aimerait savoir si vous voulez du chintz ou du velours dans la salle à manger. M'en fous, ben-moi cher. Monsieur Jameson, voilà ce qui se passe. On a promis 2 fois la page 6. Autrement dit, Macy's et Conway's ont réservé la même page. On a épuisé 4 tirages. Épuisé. Jusqu'au dernier exemplaire. Demain matin, l'homme araignée, première page avec une photo potable cette fois. Mettez Conway's en page 7. Il y a un problème. Très bien, page 8 avec 10% de rabais. Non, 5% de non, c'est rabais. impossible, on- Dehors. Le problème, c'est qu'on n'a pas une seule photo potable. Il y travaille depuis des semaines et à chaque fois, on ne fait que l'apercevoir. Oh, ce petit est timide. Si on trouve des photos de Julia Roberts en string, on peut bien trouver les photos de ce rigolo. Mettez une pub à la une. Récompense pour une photo de Spider-Man. S'il ne veut pas être populaire, je me charge de le rendre impopulaire. Donc, pour remonter un peu à l'histoire de l'homme araignée, je vous propose de remonter donc effectivement avec la base des comics. Et donc, au départ, c'est Stan Lee qui a l'idée. Donc, il voit apparemment
la légende voudrait ça, je pense qu'il est un peu mystifié. Il voit une mouche sur sa fenêtre et il se dit ce serait chouette en fait de faire un truc avec une mouche, enfin un truc qui a des pouvoirs particuliers. Il se dit la mouche c'est pas ouf, par contre l'araignée, il y a vraiment un truc à faire, notamment sur l'agilité, sur les mouvements. En graphique, ça pourrait vraiment bien donner. Je dis ça et effectivement, pourquoi pas. Donc il va contacter son responsable, on va dire, le chef à l'époque donc de Marvel plutôt, qui va lui dire non, absolument pas, c'est nul. Effectivement, un ado qui a des pouvoirs, c'est nul par l'époque. La grosse firme qui gagne, c'est pas Marvel, c'est clairement DC. DC est numéro 1 avec ses héros très matures, très grands, très forts, très beaux, avec ses Superman justement, qui sont des héros qui sont accomplis et qui n'ont pas beaucoup de failles en fait. À l'inverse, Marvel va arriver avec une nouvelle saga, je ne sais pas si vous la connaissez, une saga avec 4 personnages emblématiques de l'univers. Les 4 fantastiques. Absolument, les 4 fantastiques arrivent et avec eux arrivent tout en lot en fait, de problèmes, c'est des héros imparfaits. Et là, le public va en fait de plus en plus se reconnaître dans ces héros imparfaits et Stan Lee aura créé donc ces fameux 4 fantastiques. Et après le succès retentissant de ça, il va se dire je peux pas mettre mon Spider-Man, donc je vais le mettre en filler, si vous voulez, dans un épisode des 4 fantastiques. C'est ce qu'il va faire effectivement. Et il va être tellement populaire cet épisode-ci, donc ce comics-là, que Stan Lee va avoir carte blanche pour faire son Spider-Man. C'est ainsi que va être créée la saga The Amazing Spider-Man. Et une fois que la saga est créée, c'est parti. Donc le premier double en fait les chiffres. Donc après le premier comics, on va doubler les chiffres de vente de tous les comics c'est fou. de Spider-Man et après ça va augmenter. Je vais pas revenir sur toute l'histoire de Spider-Man parce qu'elle est excessivement longue et il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Vraiment. Il y a une chaîne YouTube par exemple qui s'appelle Spider-Man Cross, je sais plus quoi. Vous trouvez très vite, qui a un épisode de 4 heures qui retrace toute l'histoire de Spider-Man. Je l'ai écouté, il est très long mais excessivement complet. Donc vous avez tous les méchants, tous les protagonistes, vous avez les différents arcs, les différents reboots en fait de chaque Spider-Man au fur et à mesure des années, etc. C'est hyper intéressant et il s'arrête en fait au moment où qui nous intéresse et où moi je vais reprendre. C'est vraiment le moment où en fait on est sur cet ado en fait. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est Spider-Man. Et Spider-Man, les caractéristiques de Spider-Man sont un peu intrinsèques au personnage. Tout d'abord, c'est un jeune, c'est un adolescent, un nerd un peu perdu, plutôt chouette, qui a des valeurs défendables en fait et qui a des valeurs malgré tout. Et donc il va essayer de porter ces valeurs contre vents et marées, on va dire, et malgré tout pas mal de problèmes, avec des arcs narratifs qui sont quand même très complexes par rapport à son personnage, et surtout un personnage dans lequel le spectateur, ou plutôt le lecteur, peut s'identifier facilement. C'est ça en fait la richesse de ce personnage de Spider-Man, et ce qui fait qu'il va durer au fur et à mesure des années, parce que la principale caractéristique de Spider-Man, c'est qu'il va avoir des reboots très fréquents, et à chaque reboot, en fait, il va s'ancrer dans une nouvelle génération, il va s'ancrer avec les problématiques liées à une génération. On pense récemment, celui qui est le plus proche de nous dans les films, ici je parlais des films, ça va clairement être le Spider-Man en film d'animation, donc Miles Morales, qui est le plus proche en fait de nos thématiques actuelles. On pense notamment au racisme, à la discrimination, au fait d'être perdu en fait en tant qu'adolescent et tout ça. C'est vraiment des thématiques qui nous sont propres. Même Tom Holland, je veux dire, c'est des thématiques qui sont plus profondes aussi, qui est sur la dépression, quelque chose de plus down dans les derniers, qui est intéressant et aussi qui sont très actuels. Et donc, par contre, dans les années 90, je ne sais pas si vous le savez, mais Marvel est en chute libre. Les ventes sont catastrophiques et donc Spider-Man est vendu. Tout comme pas mal d'autres licences d'ailleurs. Donc Marvel va vendre ses licences et va vendre Spider-Man. En vendant Spider-Man, Sony est intéressé par l'idée. Il se dit Spider-Man, c'est un héros qui fonctionne plutôt bien, il est connu pour la part des gens et on fera bien 2-3 films de ça. Donc Sony achète Spider-Man. Il faut savoir à l'époque que Marvel, quand il propose Sony, il leur dit on vous fait un pack et si vous voulez, on vous met en plus de ça Iron Man et 2-3 autres héros en plus. Ce à quoi va répondre Sony non, on veut juste Spider-Man, donnez juste celui-là, c'est très bien. On remarquera qu'ils ont bien fait de garder quand même Iron Man parce que je vous rappelle que c'est avec Iron Man que la franchise donc, du MCU va démarrer et après va le se faire. Il faut aussi savoir que la vente de Spider-Man n'est pas une erreur. Sans la vente de Spider-Man, ils n'auraient certainement pas pu produire la période de leurs films et donc redevenir ce qu'ils sont. C'est vraiment du win-win. Pourquoi ? Parce que Sony avait les droits exclusifs de la production des films et donc des recettes brutes des films, tandis que Marvel gardait bien la recette des comics. Donc dès qu'il y avait un film qui sortait, les ventes de comics montaient, Marvel pouvait faire de l'argent et tout ça. Donc c'est vraiment du win-win l'affaire au départ donc, de Spider-Man, jusqu'à un peu plus de litige qu'on verra plus tard. Puis effectivement, Sony récupère les droits, il est content de récupérer les droits et il se pose un peu des questions sur comment adapter ce fameux super-héros. Et c'est là que je laisse ma place à Dame Eva, qui va nous parler un peu de tout ça. Who am I? You sure you want to know? If somebody told you I was just your average ordinary guy, not a care in the world, somebody lied. Truth is, it wasn't always like this. There was a time when life was a lot less complicated. Can I take your picture for the school paper? Sure. In this lab, we have 15 genetically enhanced super spiders. There's 14. One's missing. Bonjour, vous êtes toujours sur 48 FM, toujours en train d'écouter 24 images par seconde, ce super podcast étudiant
dont on ne se lasse pas, j'espère. Et donc on continue. Vu les chiffres, dans un peu quand notre même. lancée, ouais. Oui, invitez vos amis à nous écouter, votre famille. C'est vraiment un podcast tout public, donc allez-y, quoi. Ah, surtout Ça nous fera public. plaisir. Et bon, toujours est-il que là, on parle donc des franchises et de Spider-Man. Et Eva va nous en parler plus en détail, notamment des Oui. premiers Spider-Man. Peut-être que je parle un peu trop. Un peu quand ok. même, hein, mais c'est pas grave. C'est hein. ok, Félicien, t'avais envie de parler. C'est pas moi, de pour une mon fois que c'est droit pas de moi. parole. Vas-y. Mais de fait, moi aujourd'hui, dans ma chronique spéciale Spider-Man, avant de parler du dernier avec Tom Holland, pardon, je vais remonter un peu le temps, direction le début des années 2000, pour parler de la meilleure trilogie de la franchise, voilà, celle de Sam Raimi. Oh, il y a la avec- nouvelle qui va arriver. Hein. Moi, j'attends le 3e film du cinéma d'animation. Mais... Avec celle de donc. Donc voilà, je me suis perdue, bon sang. Donc celle de Sam Raimi, avec Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker. Mais donc, avant de plonger dans les 3 films, un petit point vocabulaire s'impose. Parce que donc aujourd'hui, on vous parle des franchises, et donc avec la franchise vient tout un tas de mots qui paraissent un peu obscurs. Ici, celui qui nous intéresse, c'est le terme sequel. Sequel qu'on peut traduire tout simplement par suite. Et donc, pour pas s'en mêler les pinceaux et briser la barrière de la langue qui sépare un humain lambda de Marco, nous allons faire Mais une petite enfin. interlude explication. Et ici, on commence donc simplement. Puisque donc un sequel, ou une suite en français, c'est une œuvre qui prolonge l'histoire d'un film, d'un livre, d'un jeu vidéo précédent, en reprenant généralement les mêmes personnages, le même univers, mais avec une nouvelle intrigue. L'objectif, il est double, c'est capitaliser sur le succès commercial du premier opus, tout en creusant davantage peut-être la psychologie des personnages, ou en élargissant l'univers. Mais donc, le sequel, c'est un pari particulier pour un studio, puisqu'il doit à la fois satisfaire les fans du premier, tout en restant accessible pour de nouveaux spectateurs, et éviter l'écueil classique de la suite qui se contente de refaire la même chose en plus gros. C'est un exercice donc un peu d'équilibriste, et c'est exactement l'exercice auquel Sam Raimi a été confronté avec Spider-Man 2, puis Spider-Man 3, et le bonhomme, il est déjà habitué à l'exercice, on reviendra sur ça. Et donc avant de parler de Spider-Man en tant que tel, revenons sur l'homme derrière la caméra. Sam Raimi, il naît le 23 octobre 1959 à Royal Oak, dans le Michigan, et il est passionné de cinéma dès l'adolescence. Il commence à tourner de petits courts-métrages avec ses amis, parmi lesquels un certain Bruce Campbell, qui deviendra son acteur fétiche pendant des décennies après ça. Donc avec Campbell et son producteur Robert Tapert, Et pas tapette, attention. C'était pas long quand même. Ouais. Rémi fonde leur société de production, Renaissance Pictures, et ils tournent plusieurs courts-métrages à la fin des années 70, pour convaincre notamment des investisseurs. Cet argent, il va leur permettre de financer leur premier long-métrage, le fameux Evil Dead, sorti en 81, si je ne m'abuse, avec un budget d'environ 350 000 $, ce qui sera très 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 loin des futurs Spider-Man. Le film, donc, il est d'abord accueilli relativement tièdement aux États-Unis, puis il va cartonner en Europe avant de devenir complètement culte outre-Atlantique, et c'est la naissance de Sam Raimi en tant que réalisateur culte du cinéma d'horreur, mais pas que. Sa carrière, elle prend ensuite plusieurs virages, puisqu'il va faire un détour par la comédie policière. Il ne veut pas s'enfermer dans un genre bien précis. Il réalise Mort sur le grill en 85, qui va malheureusement être un échec commercial, avant de revenir à l'horreur avec Evil Dead 2 en Une 87. tuerie, bien meilleure que le premier. Ah bah voilà. Qui ajoute une bonne dose d'humour et de gore décomplexé à la formule. En 1990, il réalise Darkman, sa première incursion dans le film de super-héros, un personnage qu'il a lui-même créé, après ne pas avoir réussi à obtenir les droits de Batman ou de The Shadow. Le film obtient un succès commercial modéré, mais suffisant pour financer le dernier chapitre de sa trilogie horrifique, L'Armée des Ténèbres, sorti en 93. Le meilleur. Voilà, merci Marco. Les années 90 le voient s'aventurer dans des genres très différents. On a le western, on a le thriller, qui, notamment avec Un plan simple en 98, salué par la critique. On a le drame sportif avec Pour l'amour du jeu en 1999. J'allais le faire à la française, pardon, je sais pas ce qui me prend. Donc c'est donc un réalisateur qui est un peu touche à tout, qui est capable de naviguer entre horreur, comédie, western, thriller, et que Sony va choisir en 2000, au détriment notamment de James Cameron, pour donner enfin vie à l'adaptation cinématographique de Spider-Man, un projet qui traînait en développement depuis déjà quelques années à cause de quelques complications juridiques autour des droits du personnage.
Donc le premier film, il sort en 2002 et on y suit Peter Parker, un lycéen new-yorkais, discret, mal dans sa peau, mordu par une araignée génétiquement modifiée lors d'une sortie scolaire. Il développe des pouvoirs extraordinaires, tandis qu'en parallèle, le riche industriel Norman Osborn, incarné par Willem Dafoe, se transforme en Green Goblin, le gobelin vert, après avoir testé sur lui-même une formule expérimentale. Donc le film y pose déjà les bases de toute la mythologie du personnage, c'est la mort de l'oncle Ben, c'est la fameuse phrase « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités Oui. », la relation naissante entre Peter et son amoureuse. Et sur le plan financier, le film, donc il a été un pari risqué pour l'époque, puisque après l'échec de Batman et Robin en 1997, le genre super-héroïque il était un peu en perte de vitesse. Et avec un budget de 139 millions de dollars, Spider-Man va pourtant devenir un immense succès. Il rapporte environ 820 millions de dollars au box-office mondial. Wow. Et il pulvérise donc les records du meilleur démarrage en salle de l'époque, avec plus de 114 millions de dollars le premier week-end aux États-Unis, et relance véritablement le genre super-héroïque au cinéma, ouvrant la voie à toute la vague de films qui allaient suivre dans les décennies suivantes. Enfin, qui vont suivre dans les décennies suivantes, pardon. Fort de ce succès, Sony met rapidement en chantier une suite, donc un sequel, Spider-Man 2, qui sort en 2004. Ah tiens, comme nous. Moi pas. Avec un budget porté à 200 millions de dollars. Et cette fois, Peter Parker, il doit jongler entre sa double vie de héros et ses obligations d'étudiant, tout en affrontant le docteur Otto Octavius, alias Doc Ock, interprété par Alfred Molina. Un ancien mentor de Peter, devenu un savant fou après un accident qui a fusionné son corps à 4 bras métalliques. Et c'est généralement le film préféré des fans et de la critique de la trilogie, pour des raisons évidentes. Oui. Notamment pour sa scène d'action dans le métro aérien de New York, considérée encore aujourd'hui comme l'une des meilleures séquences du genre. Le film obtient d'ailleurs l'Oscar des meilleurs effets visuels. Mérité. Côté chiffres, Spider-Man 2 rapporte environ 790 millions de dollars dans le monde, donc un score légèrement inférieur au premier film, mais qui reste un immense succès compte tenu du budget plus élevé ici. Et c'est le film qui va confirmer que la franchise, c'est pas un simple coup d'éclat, mais une véritable saga qui va pouvoir s'inscrire et durer dans le temps. Le troisième volet, lui, il sort en 2007 avec un budget qui explose à 258 millions de dollars. Et tantôt, je me suis trompée, j'ai dit 285, je crois. Oui, c'est quand même quatrième plus gros en comptant l'inflation budget pour un film. Oui, c'est ça. Ce qui fait effectivement de lui, à sa sortie, l'un des films les plus chers jamais produits. Et donc l'intrigue, elle est nettement plus chargée que les précédentes. On y retrouve pas moins de 3 antagonistes. L'Homme-Sable, le Bouffon Vert, version Harry Osborn, et surtout Venom, symbiote extraterrestre qui va combiner le costume de Peter et faire ressortir son côté sombre. Et cette surcharge scénaristique en partie liée à des désaccords entre Sam Raimi et le producteur Avi Arad, notamment sur l'intégration forcée de Venom, un personnage que Raimi n'avait pas prévu d'inclure, est aujourd'hui pointé du doigt comme le principal faiblesse du film, qui reste le moins bien accueilli par la critique des 3. Pourtant, paradoxalement, c'est financièrement le plus gros succès de la trilogie, puisque Spider-Man 3 rapporte environ 890 millions de dollars dans le monde, devenant à sa sortie le Spider-Man le plus rentable jamais produit, un record qu'il gardera plusieurs années. Mais donc, les tensions accumulées sur le tournage du 3e film, notamment autour du calendrier de production, des désaccords artistiques avec le studio, etc., vont finalement pousser Sam Raimi à quitter le projet d'un 4e Spider-Man, initialement prévu, ce qui conduira Sony à... je sais pas si du coup j'utilise le bon terme, je l'apprendrai plus tard dans l'épisode, à rebooter la franchise dès 2012 avec The Amazing Spider-Man, réalisé par Mark Webb, avec donc Andrew Garfield. Et donc Sam Raimi, de son côté, il reviendra plus tard à ses premiers amours horrifiques, avec Jusqu'en Enfer en 2009, avant de signer pour Disney le film Le Monde Fantastique d'Oz en 2013. En 3 films, Sam Raimi n'a pas seulement adapté un personnage de comics à l'écran, il a posé les bases visuelles, narratives, émotionnelles de tout ce que sera le film de super-héros moderne, en tout cas en ce qui concerne Spider-Man, avec un style qui mélange humour, tragédie et aussi, faut le dire, un certain classicisme héroïque, hérité de cinéma populaire. Et près de 20 ans après la sortie de Spider-Man 3, cette trilogie, elle reste pour beaucoup la version définitive du tisseur de toile. En tout cas, pour moi. Ouais, j'allais le dire. Je me permets de faire ma propagande, parce que c'est moi qui tiens le micro. Voilà. Super. How did you get out there? Fire escape.
It's 20 stories. The doorman's intimidating. Tell us a little bit about yourself, Mr. Parker. Not much to tell, really. Peter lives with his aunt and uncle. Did you catch that spider guy yet? No, but we will. This guy wears a mask like an outlaw. I think he's trying to do something maybe the police can't. Can't? You know, if you're gonna steal cars, don't dress like a car thief. You a cop? You seriously think I'm a cop in a skin-tight red and blue suit? Who are you? Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et tout de suite, Marco va nous parler de Marc Webb. Oui, Marco. Voilà. Faut tout dire, quoi. Oui, un peu de Marc Webb. Alors, je vais vous en parler rapidement parce qu'en fait, Marc Webb, c'est un peu un... Il a fait un super bon film qui s'appelle 500 jours ensemble ou 500 jours avant. Je sais pas si vous voyez le film avec... oui, bien sûr, avec Saxon machin, Summer, là. Oui, c'est ça. ouais. Ok, ouais. Avec c'est Joseph lui qui a Gordon-Levitt. fait ça. Oui, c'est lui qui a fait ça. Oh, Donc en fait, il fou, fait ça. 2-3 films comme ça qui se fait un peu reconnaître. Et c'est vraiment un archétype de ce que sera après Marvel. On prend un réalisateur qui a fait 1 ou 2 films qui sont plutôt chouettes. Et après, on en fait un réalisateur qu'on donne trop de budget et qui fait de la merde. Ce sera un peu un running gag de Marvel qui fera ça pour beaucoup de réalisateurs. Jusqu'à, pour moi, le dernier qui est enfin un bon réalisateur. Enfin, qui a des idées, on va dire. Donc Marc Webb arrive et voilà, j'ai pas de problème spécifique avec lui. J'aime beaucoup son film, justement, 500 jours ensemble ou 500 jours avant toi, ou je sais plus quoi, là, avec Joseph Gordon-Levitt, c'est ça, hein, Oui, c'est ça. qui était très chouette. Moi, j'avais beaucoup aimé ce film. Bref, c'est mon style, il n'y a rien à faire. Et donc, je me dis, super, on va avoir un Spider-Man. Le Spider-Man donc, de Tobey Maguire était déjà un Spider-Man très torturé à la Sam Raimi, justement, donc il y a beaucoup d'intentions et tout ça. Celui-ci va être un peu différent, effectivement, et le premier arrive bien. Je veux dire, il est bien accueilli par la critique, surtout par les spectateurs. Et le premier s'annonce une nouvelle trilogie plutôt chouette de la part de Sony. Donc le premier sort, c'est un hockey tiers, les gens sont contents, et le deuxième arrive. Le deuxième, par contre, c'est une catastrophe. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est actuellement le pire film Spider-Man jamais sorti. Oui. Wow. Oui, non, je ne pense pas qu'il est pire. Toi, Eva, je ne sais pas si tu les as vus. Alors, je les ai vus. Le 1 est frais dans ma mémoire, le 2 absolument pas. Je pense que du coup Voilà c'est pour pourquoi. les raisons C'est avec que... Electro. Donc en fait ils essayent d'arriver avec plusieurs super méchants, mais on arrive avec des super méchants qui sont mal construits, un univers qui est mal ficelé, et surtout des gros problèmes en fait entre la production et Marc Webb qui ne sentent pas du tout, et c'est une catastrophe. Donc le film est un échec critique et du coup un peu commercial. Il sortira quand même, il fera quand même pas une mauvaise entrée parce que ça reste un Spider-Man, mais ce sera une petite cata, on va dire, en interne. Du coup, le troisième qui devait se faire, apparemment, est annulé précipitamment. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, ce serait la faute d'Andrew Garfield. La vérité, c'est que les studios ont remis la faute sur Andrew Garfield à cause d'une interview lors d'un Comic-Con où il ne serait pas allé pour présenter justement le Spider-Man 3. Et après, ils ont dit que c'est de sa faute, mais ça ne s'est pas fait, etc. C'est un peu une catastrophe par rapport à ça, mais arrive déjà cette dualité entre Tobey Maguire ou Andrew Garfield. Chacun décide. Déjà là, ça fait le premier débat. Puis arrivera un autre acteur que vous connaissez certainement. Mais avant ça, parce qu'en parallèle entre justement ces Spider-Man de Marc Webb et les prochains, arrive une nouvelle saga. Donc Sony ayant les droits de tous les personnages annexes de Spider-Man, il décide en fait de s'amuser et de faire un autre film, notamment un petit film sur un certain parasite. Comment on appelle ça encore ? Un xénomorphe ? Un symbiote. Absolument. Xénomorphe, vous avez la rêve de xénomorphe ? Bah non, vous n'avez pas vu Alien. Bande de brais. Allez. Et c'est Félicien, juste avant ça. Félicien donc, va nous parler des magnifiques films. Mais avant ça, j'aimerais juste mentionner une petite différence entre remake et reboot. Parce que ça me paraît important à ce stade-ci de l'émission d'expliquer la différence. Parce que Eva l'a très bien dit, c'est effectivement un reboot. Reboot de la saga originale, pourquoi ? Est-ce que l'un d'entre vous, c'est la différence entre remake et reboot ? Vous avez 2 heures. Alors, j'en ai aucune idée, mais là, au vu des indices, je me dirais que remake, c'est un refait du film, un copier-coller. c'est ça, une sorte de copier-coller qui reprend du coup le même scénario plus ou moins, etc. Alors qu'un reboot va se baser sur la même histoire, le même univers, les mêmes personnages, mais pour refaire une histoire, un scénario différent, une histoire différente. C'est plus ou moins ça, ouais. Yes. C'est pas loin. En fait, le reboot consiste à une relecture de la forme et du fond de l'œuvre, tandis que le remake, c'est surtout un reboot de la forme et pas du fond. Donc on peut retenir ça simplement. En gros, le reboot est beaucoup plus vénère que le remake. Un remake, c'est par exemple, je prends les remakes classiques, mais on a eu le Psycho du coup de Gus Van Sant, qui reprenait le Psychose du coup de base. On a eu le Suspiria de Guadagnino, qui reprenait le Suspiria de base. Pour les plus connus, peut-être qu'on a eu, je réfléchis à un remake comme ça. Il y a eu le... Mais Rosebud Pruning, tiens, va se passer. C'était un reboot ou un remake ? Ça, c'était un remake. Ah bah voilà. C'était une catastrophe, mais c'est pas grave. Oui, absolument. On a eu aussi Poltergeist, du coup, qui était un remake du film de Tom Hooper. Ça se fait beaucoup, en fait.
les remakes se font beaucoup par rapport à des films d'horreur. Il y a eu toute une passe dans les débuts des années 2000, donc entre 2000 et 2007, où on a repris tous les gros films d'horreur. Donc, je pense à Freddy, Chucky, Halloween, tout cela où en fait on a fait des remakes. On a repris le film et on a juste essayé de remaker le film en changeant rien du tout au contexte, à l'histoire, etc. Mais juste en refaisant des scènes, en filmant avec des nouvelles technologies et tout ça. C'était une petite cata d'ailleurs à ce moment-là, mais c'est pas grave. Il y a eu des films quand même qui s'en sortent pas si mal. Je l'ai cité, mais Suspiria, donc de Guadagnino a vraiment un point de vue par rapport à cette mise en scène qui est quand même très intéressante et qui est vraiment un hommage en fait au film de base. Et récemment, on a eu Candyman, du coup, de Nia DaCosta, qui était aussi intéressant et donc qui remakait le film de Bernard Rose de 92. Un autre film dont on a parlé dans ce podcast, c'est Scarface, du coup, qui remake le film de Howard Hawks. C'est ça, ouais. Et donc la nouvelle série Harry Potter qui va sortir, c'est un remake? Je pense, oui, c'est un remake, clairement. Vu qu'en fait, il se base sur le même scénario, donc le fond ne va pas changer, c'est uniquement la forme. C'est l'esthétique, quoi. C'est ça. Ok, On est sur un d'accord. remake de Harry Potter. Après, vu que c'est une série, on change de média, c'est du transmédia, donc c'est un peu difficile. Ce serait particulier, j'ai envie de dire. Ouais. Autre chose d'intéressant, le terme reboot, remake, etc. vient à la base du jeu vidéo. C'est pour ça que c'est pas plus mal que je parle là-dessus. Il y a aussi un autre terme qu'on utilise en jeu vidéo et qu'on utilise de plus en plus en film, parce que ça existe de plus en plus, c'est les remasters. Remasteriser une version, c'est-à-dire on reprend le même film avec les mêmes plans, etc. On va juste le remettre en version 4K. Quand vous entendez par exemple la remaster de Angel Eggs, dont on a parlé aussi dans ce podcast, c'était la remaster, donc on va remettre ça en haute qualité, on va dire maintenant, donc en 4K, etc. Ben, là, les films de Bergman, non, ils n'ont pas été remasterisés quand ils sont C'est pas sortis. spécialement cette année-ci, ils ont été remasterisés il y a quelques années, Ah, ok. mais oui, c'est ça. À chaque fois, Cannes, par exemple, quand il fait ses Cannes classiques, remaster 4-5 films par an, et des fois, il y a des gens qui décident de. Carlotta, par exemple, qui est une maison de disques, enfin de CD plutôt, de DVD plutôt, le fait souvent. Par exemple, il y a eu dernièrement, j'ai vu que pour Tati, par contre, ça a été très récent et ça s'est fait maintenant, et Carlotta, dans son but de vendre sûrement le coffret collector de Tati, a en même temps refait une sortie salle. Donc une pierre de coups en vrai. Et les remasters permettent justement d'augmenter la qualité, récupérer des données, ce genre de choses. C'est toujours fun en vrai. Et par contre, pour les jeux vidéo, c'est très important. On pense notamment à ceux qui suivent les jeux vidéo, c'est-à-dire pas personne sur cette table, mais Resident Evil. Resident Evil est une saga intéressante pour parler de remake, reboot, etc. Il y a eu le Resident Evil 4, qui est le meilleur de la saga, qui a été remasterisé. Puis on a eu un reboot de la saga Resident Evil dans les films, et on a eu un remake de la saga Resident Evil avec d'autres trucs. Pour vous situer une différence entre reboot et remake, le reboot, c'est vraiment l'idée qu'on repart à zéro. Donc pour repartir à zéro, les Spider-Man sont un magnifique exemple où en fait, chaque réalisateur va mettre sa patte ou son idée, va reprendre en fait un comics qui lui est propre et qui reboot l'univers, avec une MJ qui est différente, de nouvelles intrigues, de nouveaux super-vilains, etc. Donc on a eu, au fur et à mesure des années, 3 reboots de Spider-Man, donc à la fois avec Tobey Maguire qui était le premier, donc c'est pas vraiment reboot, c'est la séquence originale. On a eu ensuite celle de Mark Webb avec Andrew Garfield. On a eu celle avec Tom Holland et le tâcheron du coup de John Watts qui a fait donc les 3 films. Et on peut citer peut-être que c'est un reboot, peut-être que c'est un spin-off, mais les 2 films du coup d'animation avec Miles Morales comme comme personnage principal de Spider-Man. Donc différence entre reboot et remake, c'est vraiment un truc de nerd, parce qu'en fait on s'en fiche. C'est l'idée qu'on refait un film, quoi. Mais l'avantage du reboot, c'est qu'il permet de faire des magnifiques crossovers par après, comme on l'a eu avec Spider-Man Far From Home, dont on viendra un peu plus tard. Sur ce, je vous laisse avec Félicien, qui va vous parler un peu maintenant de ce qu'est un spin-off. Oui. Thank you for bringing us collectively to this moment. It is a moment that so many have dreamed of claiming. History starts today. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images secondes, votre podcast de cinéma. Et c'est parti pour Félicien. Et oui, me voici en qui bonne nous et parle due de forme. spin-off. Oui. Et pour parler de spin-off, je vais donc m'axer évidemment sur l'univers de Spider-Man. Et si je ne m'abuse, le premier spin-off sorti en 2018. Avec un film au budget de 60 millions de dollars, réalisé par Ruben Fleischer, Venom. Alors, le film, à l'époque, donc il sort en 2018, est vraiment mal reçu par la critique. Nul. Mais les chiffres parleront, puisqu'il générera à l'échelle du monde 856 millions 85 151 dollars. Donc une recette qui permettra évidemment la réalisation de 2 suites, une en 2021, Venom Let There Be Carnage, et une en 2024, Venom The Last Dance. Les 2 films ne seront pas beaucoup mieux reçus par la critique, mais généreront presque autant de sous que le premier, avec presque 507 millions de dollars pour le deuxième et 479 millions de dollars pour le dernier chapitre du volet finalement.
Donc on y reviendra, mais les 2 derniers volets de Venom ne sont par ailleurs pas trop considérés quand même comme des grandes réussites économiques. Mais bon, on y reviendra. Bon, donc si on n'est pas face à des films de grand cinéma, il ne faut pas être cinéphile pour l'affirmer. Les fans des Spider-Man ou des Marvel ne sont pas beaucoup plus convaincus pour des raisons qu'on mentionnera plus tard. L'argent qu'ils ont permis de générer, à plus d'1 milliard de dollars, mérite qu'on s'intéresse à eux. Lorsqu'on parle de l'univers de Spider-Man, puisque c'est le premier semi-spin-off, j'y reviendrai, qui est sorti donc 16 ans après la première adaptation sur grand écran du super-héros araignée, aura généré finalement quelques millions de plus que le premier Spider-Man de Sam Raimi. Si vous avez bien suivi la chronique d'Eva, vous le saviez déjà. Mais donc la question c'est de savoir d'où vient Venom finalement, cet antagoniste aux longues dents pointues et à la langue encore plus longue que ses dents. Je ne sais pas si vous avez un peu le visuel de ce personnage, mais il est très caractéristique. Il est répugnant, on peut le dire. Et donc le personnage apparaît pour la première fois en 1984 dans le comic book The Amazing Spider-Man. Son apparence est alors celle d'un costume d'extraterrestre. Il faudra attendre 4 ans plus tard, en 1988, pour que l'apparence que nous connaissons soit donnée à Venom en tant que tel. Alors Venom, c'est un super méchant, un grand ennemi de Spider-Man. Et je vais vous passer les détails, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais en gros, Venom est un symbiote, on l'a dit, qui arrive sur Terre comme parasite, avec comme but non pas de tuer son hôte pour s'en nourrir, mais de créer un lien fusionnel avec lui pour ne plus former qu'une seule entité. Alors là, je reprends les mots de wikiméchant.fr, qui sera plus performant que moi pour le décrire, mais son hôte, Eddie Brock, était un journaliste qui a essayé de révéler l'identité d'un tueur en série uniquement pour que le vrai tueur soit attrapé par Spider-Man. Il a donc fini par accuser le mauvais homme. Disgracié, il est entré en contact avec un symbiote extraterrestre rejeté par Spider-Man. Le symbiote s'est lié avec lui et ils sont devenus Venom. Alors, dans la littérature, Venom va évidemment apparaître plusieurs fois dans les comics de Spider-Man, mais va également être le personnage principal de quelques séries, notamment une dénommée Chair de poule, écrite par Daniel Way, parue dans les années 90, je pense. En règle générale, Venom sera un des personnages les plus populaires de la saga Spider-Man. Et donc c'est tout naturellement que lorsque Spider-Man est adapté à l'écran, Venom n'est pas bien loin. Et dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi en 2007, le super méchant est incarné par Topher Grace et est un des principaux antagonistes du film. Alors, comme l'a dit Eva, la présence du super méchant ne fera pas l'unanimité, puisqu'elle était apposée donc par la production, on en a parlé. Mais c'est cette même année, donc toujours en 2007, qu'est annoncé par les producteurs, donc par Sony, un spin-off sur le personnage de Venom. Alors avant de revenir au cas Venom, il s'agit de comprendre qu'est-ce qu'un spin-off finalement. Alors déjà juste ici, avec Venom, on comprend rapidement qu'il s'agit d'une œuvre de fiction s'axant sur un personnage, généralement un personnage secondaire, d'une œuvre préexistante. Tout cela ayant lieu dans un même univers fictionnel. Alors, toute cette technique du spin-off n'est évidemment pas propre à l'univers de Spider-Man ou bien des Marvel, bien qu'il soit particulièrement doué pour cela. Rappelons qu'à l'origine, Marco nous l'apprenait tout à l'heure, mais Spider-Man nous vient d'un épisode des 4 Fantastiques en comics. Donc, Spider-Man est en quelque sorte lui-même le fruit d'un spin-off, on peut le dire. Au cinéma, la plupart des grandes franchises ont leur spin-off un moment ou l'autre. On pense notamment au Joker, provenant de l'univers de Batman, au Chapeauté, provenant de Shrek. Il y a des différents spin-offs de Star Wars, notamment avec Solo, sorti en 2018, qui relate une aventure de Han Solo, se déroulant chronologiquement entre les épisodes 3 et 4 de la saga originelle. On peut également penser au monde de Dory, qui se déroule dans l'univers du célèbre Nemo, évidemment, tout en suivant Dory, évidemment. En restant dans l'univers Pixar, on a aussi le film Buzz l'éclair, qui s'inspire de l'univers de Toy Story. Dans les Disney, se sont également intéressés à leurs méchants des films de princesses, en faisant des films en prise de vue réelle sur Cruella des 101 Dalmatiens, ou Maléfique de La Belle au Bois dormant. Et toujours dans les Disney, on peut dire que, je l'ai lu moi-même, la Palme d'Or des spin-offs peut être attribuée au Roi Lion 3, puisqu'il s'agit là de suivre des personnages différents au cours d'une même et unique histoire, en suivant en fait, le point de vue de Pumba et Timon pendant le déroulement des événements du Roi Lion. Donc si vous voulez comprendre les spin-offs, c'est le film parfait. Oui, il est particulier en plus. Il est vraiment hyper particulier dans sa réalisation. Et quand on analyse ça par rapport à une franchise, il est vraiment bizarre. Mais il est vraiment bien. Oui, moi j'ai adoré. Il est vraiment super. Et justement, il renouvelle ça. Enfin, là, pour le coup, je trouve que c'est un film bien réussi, puisque
pour m'attarder un peu, mais le Roi Lion 2 est pour moi particulièrement raté. Ah oui, Mais le 3 revient justement en ayant cette particularité-là, fait quelque chose d'original et donc est particulièrement sympa. Enfin bref, Tout comme il on dit. remarque qu'il y a des spin-offs en veux-tu en voilà dans l'histoire récente du cinéma. Après que les grands studios aient usé les nombreuses suites possibles des univers mythiques, ils recyclent leurs univers à travers des personnages que le public connaît déjà. Alors, comme on a déjà pu le voir, le spin-off n'est pas expressément lié au cinéma. Lorsque Venom apparaît dans les comics de Spider-Man, il faut attendre seulement quelques années avant que le méchant se voit dédié une série de comics. Alors là, juste, j'aimerais préciser que je ne sais pas si on appelle ça un spin-off si ce n'est pas au cinéma, mais soit, passons, c'est un détail. Donc pour mieux comprendre d'où nous viennent les spin-offs, il faut remonter au 19e siècle et à l'ère du roman feuilleton. Alors, pour la faire courte, Quelle horreur. et parce que j'ai eu un cours là-dessus et que donc je veux profiter de cette savoir. parole pour le faire, pour que ça me serve au moins à quelque chose, le roman feuilleton apparaît dans la presse du 19e siècle et marque en quelque sorte la naissance de la littérature de masse en mettant sur place des histoires qui paraissent en courts épisodes dans la presse pendant parfois plusieurs années. Et le but de ces histoires, c'est clairement la rentabilité à travers une fidélisation du lecteur. On verra plus tard que les raisons économiques du roman feuilleton et de la littérature de masse vont se projeter finalement dans la stratégie du spin-off. Mais ne passons pas les étapes. Pour simple exemple de roman feuilleton, toujours pour juste profiter du cours que j'ai pu avoir, on peut citer le très célèbre conte de Monte Cristo Oh non, mais de non, Dumas, mais non. qui parut dans le Journal des débats. Et oui, qui l'eût cru? Ça ne sert peut-être à rien ici, mais qui l'eût cru? Et il parut entre 1844 et 1846. Voilà, vous mourrez moins bête. Bon, si je mentionne ici le roman feuilleton, c'est aussi parce qu'il a participé à la mise en place de ce qu'on pourrait considérer comme étant les ancêtres des spin-offs que l'on connaît aujourd'hui, avec les grandes fresques de Balzac ou de Zola à travers la comédie humaine du premier ou les Rougon-Macquart du second. Alors si ces mastodontes littéraires ne sont pas à proprement parler des spin-offs, on ne parlait pas du tout de ce terme-là à l'époque, et voilà, mais comme donc pas du spin-off comme on en connaît aujourd'hui, le fait qu'il s'agisse de multiples romans, on est à 90 ouvrages pour la comédie humaine où les mêmes personnages n'ont de cesse de s'entrecroiser, voire sont de près ou de loin liés à la même famille. Le sous-titre des Rougon-Macquart n'est autre que Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Eh bien, ça nous rappelle fortement le fonctionnement du futur spin-off. Alors, si on se concentre plus spécifiquement sur les spin-offs à proprement parler, il y a quelques instants, je mentionnais le conte de Monte Cristo de Dumas. Dès les années 60, 1860, il faut préciser, plusieurs auteurs se sont mis à imaginer une suite à la grandiose histoire de Dumas en mettant en récit la vie du fils du comte. Donc voilà, c'est très ancien. Et ensuite, les spin-offs, que je vais appeler des spin-offs littéraires, c'est de mon invention. Wow. Mais les spin-offs littéraires ont continué à se développer. Le premier auquel je peux penser, c'est l'univers de Mickey, dont on parlait tout à l'heure, qui va générer des personnages qui petit à petit auront leurs histoires propres, notamment avec Donald, Picsou, pour ne citer que. Alors pour ce qui en est, et on y retourne, l'art audiovisuel, on quitte les romans feuilletons tant maudits. La première moitié du XXe siècle ne connaîtra pas véritablement, alors à ma connaissance évidemment, d'œuvres originales desquelles des personnages secondaires seront tirés pour réaliser par la suite une œuvre bis à part entière. Il faudra attendre l'arrivée de la télévision et des séries télévisées pour que l'art du spin-off devienne monnaie courante. Comme on le voyait tout à l'heure, le spin-off va petit à petit faire son arrivée au cinéma avec l'arrivée de plus en plus massive des franchises, on en parlait, qui sont des mines d'or pour les maisons de production. Alors pour les différentes franchises, la stratégie du spin-off est un gage de sécurité puisque le risque de big total est beaucoup moins élevé puisque le spin-off s'appuie sur la popularité d'une œuvre préexistante ayant déjà fait ses preuves. L'exemple de Venom est d'ailleurs révélateur de l'efficacité de cette stratégie économique parce que je disais plus haut que les 3 films sont des fours totales et unanimes qui ne valent, on va le dire, pas trop la peine d'être regardés. Pas du tout. Et pourtant, ils ont généré ensemble plus d'1 milliard de dollars que Sony n'allait évidemment pas se gêner d'empocher. Alors pour terminer avec Venom, le spin-off du super méchant est donc annoncé dès 2007. Il faudra attendre 2013 pour que Sony annonce que le premier, The Amazing Spider... Enfin, pas le premier du coup, le deuxième, The Amazing Spider-Man, va établir en fait un univers partagé avec d'autres personnages Marvel, les personnages qui appartiennent à Sony, dont Venom. C'est la volonté de créer un Sony Spider-Man Universe. Par contre, il est ensuite annoncé donc, que Venom sortira entre The Amazing Spider-Man 3 et le 4. Au vu du beat provoqué par The Amazing Spider-Man 2,
le projet Venom est repoussé et la suite des Amazing Spider-Man, Superman est de retour, c'est pas grave. Superman partout. Et donc est repoussé et la suite de The Amazing Spider-Man est définitivement annulée. Alors à partir de là, Spider-Man sera relié au MCU, mais ça c'est une autre histoire. Et donc il n'y a plus de Sony Spider-Man Universe. Alors Sony continuera cependant à produire des Spider-Man conformément au contrat d'utilisation du personnage qu'il a signé dans les années 90 avec Marvel, qui lui oblige à sortir un film avec la présence du personnage tous les 5 ans et 9 mois, d'où la sortie des films d'animation en 2018, 2023 et bientôt en 2027. On voit donc que tout est question d'économie. Les films, je suis pas d'accord. Ils ont réussi à s'en sortir avec les films d'animation. Les films d'animation sauf l'Abaddon, parce que par rapport à Venom... Oui, ça c'est autre chose. Mais on y revient. Malgré l'échec du Sony Spider-Man Universe, à travers les films des Amazing Spider-Man, Sony décide de lancer Sony's Pictures Universe of Marvel Characters et de bien produire le fameux Venom. En 2016, le projet est donc relancé, mais cette fois-ci, il est pensé comme un projet unique qui n'est lié à aucun autre film, donc pas à Spider-Man. Et en 2017, Sony annonce que le film ne sera pas le spin-off d'un autre film. Et effectivement, Venom n'est pas à proprement parler un spin-off de la franchise Spider-Man, puisque les 3 films forment à eux-mêmes pratiquement une franchise indépendante émanant uniquement de Sony, alors que Spider-Man est depuis 2017 également lié au MCU. Même si, évidemment, de questions économiques, il est toujours financé, distribué et contrôlé par Sony. C'est un petit peu compliqué, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2017, Spider-Man rejoint le MCU, alors que Venom est lié uniquement à Sony à travers le Sony's Pictures Universe of Marvel Characters. Et c'est notamment la raison pour laquelle les films Venom ne sont pas disponibles sur Disney+, ou les films Marvel, dont les Spider-Man, sont eux disponibles. Mais bon, dans notre cœur, Venom est tout de même un spin-off de Spider-Man, puisque, comme on l'a dit, à l'origine, le super méchant est le pire ennemi de Spider-Man, et qu'il est apparu dans l'univers de Spider-Man lui-même. Donc si Sony annonçait en 2017 que Venom n'était pas un spin-off de Spider-Man, c'est surtout lié à des choix économico-stratégiques de la maison de production. Littéralement, c'est bien un spin-off au final. Alors, avec son Sony's Pictures Universe of Marvel Characters, Sony a produit d'autres films reprenant des méchants émanant de l'univers Spider-Man, tout en évacuant Spider-Man lui-même de l'équation, avec notamment Madame Web en 2024 et Kraven the Hunter, toujours en 2024. T'oublies Morbius, non ? Qui était encore un peu plus ancien sur le vampire. C'est possible. Ou alors Morbius, du coup, qui était le premier des pires, on va dire. Parce que les 3 sont une catastrophe, mais Morbius, c'est... Et avant même Venom ? Non, il y a eu Venom, Venom 2, Morbius, Madame Web. Et comment c'est que je connais ça ? Je suis désolé. Oh mon Dieu. Et puis après, il y a eu Venom, et là récemment, il y a eu Kraven le chasseur. Oui, voilà, tout est catastrophique, je veux dire, rien n'est à sauver. Mais oui, c'est ça. Tout comme Venom, ce sont tous des bites totales. Et en fait, on reproche souvent à Sony, à travers ses adaptations, à la fois l'absence de Spider-Man et ainsi qu'un grand manque de fidélité par rapport aux comics originaux. Et dans une actualité folle, à l'occasion de la sortie et de la réussite monumentale de Spider-Man 2026, celui qui va sortir, le grand patron de Sony, Tom Rothman, va pratiquement avouer dans une interview pour Variety que le concept du Sony's Pictures Universe of Marvel Characters n'était qu'une construction marketing artificielle et que, au grand soulagement de tous, il n'y avait pour le moment aucun film de ce type en cours de développement. Donc, clap de fin pour les Venom et pour ma chronique. Waouh. Merci Félicien. Spider-Man était un héros. Je regrette, j'ai pas su le voir. C'était un voleur. Il m'a piqué mon costume. Votre fidèle serviteur l'araignée, mais c'est une menace pour la ville entière, oui. Qu'on poursuive en justice ce grimpeur de mur arachnéen. Je vais le faire pendre à sa toile par les pieds. Je veux Spider-Man. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et tout de suite, je laisse la parole à Marco. Oui, juste pour te reprendre Félicien, parce qu'après tout, c'est moi le gros nerd qui a regardé tous les Spider-Man sans exception, tous les films de merde, dont Madame Web et Morbius, qui sont des catastrophes ambulantes, et même Kraven le chasseur, qui était horriblement nul. Petit fun fact, dans Endgame ou dans Infinity War, à la fin, en fait, plutôt à la fin de Far From Home, donc qui est le 3e de la dernière génération, donc de Tom Holland, à la fin de l'épisode, on a une post-générique où en fait Venom est intégré au MCU. Donc il y a un reste de Venom qui est là, donc il y a une potentialité que Venom puisse apparaître dans la MCU. En tout cas, ils ont laissé la porte ouverte en prenant du coup le Venom de la trilogie du Sony Spider-Man Universe. Ouais, c'est peut-être une occasion pour moi de
de m'excuser auprès de tous les fans, parce que moi je découvre vraiment l'univers pour ce podcast, donc et vu qu'il est extrêmement compliqué, on peut à peine l'apercevoir ici. Si j'ai fait des erreurs, ne m'en tenez pas rigueur. C'est la seule que j'ai vue, en sachant que moi, je suis uniquement... j'ai suivi uniquement les films. Et donc, en comics, je ne suis pas très bon. En revanche, en film, malheureusement, ou heureusement, j'ai tout vu. On verra la suite. Mais bon, ici, je vais revenir rapidement sur les films de Tom Holland, donc la première trilogie. La trilogie a été produite, donc cette fois-ci, il y a une nouvelle volonté. Ce qui se passe, c'est qu'imaginez qu'on a en fait les Avengers qui arrivent. Les Avengers c'est l'un des meilleurs démarrages au box-office de tous les temps. Avengers, le premier du nom, explose les chiffres comme jamais. Et on se rend compte de quelque chose d'important. Dans les Avengers, il manque un personnage. Il manque l'un des personnages les plus marquants en fait, du MCU, c'est évidemment Spider-Man. Donc Marvel va entrer en discussion avec Sony pour essayer de racheter les droits et récupérer les droits en fait, de son Spider-Man, chose qu'ils vont essayer de faire dans un bout de temps jusqu'à se rendre compte que Sony ne va la pas lâcher parce que c'est une pompe à fric, absolument. Comme tu as dit, même en sortant Venom, ils font de l'argent, donc bon. Et donc en surfant un peu sur cette vague de super-héros, ils vont dire, bah ok, est-ce que ça vous dit de faire un partenariat avec nous par rapport à Spider-Man? C'est ce qu'ils vont faire, et donc ils vont intégrer Spider-Man, et à proprement parler, l'origin story de Tom Holland à travers un film qui s'appelle Captain America Civil War, que je ne doute pas que vous avez vu, évidemment. Il y a longtemps. Tu l'as vu? Il y a très longtemps. Oh, waouh, incroyable. Donc oui, effectivement, il est intégré, et donc à ce moment-là, Spider-Man fait de nouveau partie du MCU. Ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'on se dit, bah voilà, Spider-Man fait partie du MCU, il va falloir un peu le déplacer et augmenter un peu son aura de personnage, et donc ils vont décider de faire une trilogie. Première trilogie avec du coup Tom Holland qui apparaît. Tom Holland est casté, par rapport aux deux autres, sa particularité, c'est qu'il va être le jeune Spider-Man, avec un nouveau vent de fraîcheur, et surtout une intégration par rapport à d'autres personnages qu'on connaît du MCU. Donc par exemple, dans Spider-Man Homecoming, il commence avec les chutes, après c'est la suite directe de Civil War et surtout de les Avengers de base, ce qui permet de justifier en fait certains axes, notamment le vautour qui va être justifié par rapport au fait que en fait on est sur les restes de la bataille de New York qui a eu lieu récemment, et les Chitauri, donc qui sont cette espèce d'armée extraterrestre, ont laissé des équipements extraterrestres pour justement équiper le vautour comme il faut pour avoir tous ces équipements-là. En parlant de ça, Spider-Man va avoir des technologies en plus de ses super pouvoirs héritées directement de Iron Man. Donc à la fois ils réussissent à rallier en fait le Spider-Man dans le MCU, dans l'univers qui est très complexe justement, en le mettant de façon pas rentrant au forceps justement, il est plutôt bien intégré, ça on peut le raccorder. Une fois que c'est fait, Spider-Man entre dans le MCU et donc c'est parti pour 3 films. Le premier film, c'est un succès, Homecoming est quand même bien vu. La critique parle d'un film moyen qui essaye d'être ce que Marvel a été. C'est pour dire à quel point la critique est dithyrambique sur le film. Le deuxième est encore plus catastrophique vu qu'il se fait incendier par la critique. En revanche, les chiffres sont là, ils fonctionnent. Puis arrive la catastrophe pour moi, mais la révélation pour la plupart des fans. En effet, arrive le Spider-Man Far From Home, qui est hyper important dans la chronologie Spider-Man parce que c'est le Spider-Man qui reprend les 3 Spider-Man. Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire sont réunis en un seul film. Merci pour les fans, adieu pour le cinéma. Effectivement, donc c'est certainement l'un. Pour moi, on dit souvent que c'est Spider-Man, Amazing Spider-Man 2 qui est le pire. C'est très clairement celui-là. Oui, c'est une. Merci de dire, Marc. Non, c'est celui-là. Je veux dire, c'est un pur produit mercantile qui a uniquement pour but de nous ressasser l'espèce de nostalgie qu'on a vécue, etc. avant. Je dis ça alors que j'ai pas passé un mauvais moment en le regardant. C'est juste après se dire le produit que c'est un peu dégueulasse. Mais bon, Spider-Man, c'est aussi ça après tout. Et donc dans celui-là, ce qui est intéressant, c'est donc la suite directe de celui juste avant, et c'est le préquel direct, on va dire ça comme ça, du dernier Spider-Man qui vient de sortir, Brave the New Day. Mais, en parlant de préquel, Lucie va donc nous parler un peu de ce qu'est un préquel, et surtout, est-ce qu'il y a des préquels dans Spider-Man, Lucie? Nous allons le savoir dans peu de temps. Suspense. Je ne tiens plus. In your universe, there's only one Spider-Man. But there is another universe. It looks and sounds like yours, but it's not. My name's Miles Morales. Hey, kid. You're like me. How? I knew my day would come around this time. Bonjour, vous êtes toujours sur 48 FM et vous écoutez toujours 24 images par seconde, et on est là en suspense de savoir est-ce qu'il y a ou non des préquels sur
dans l'univers Spider-Man. Je ne tiens plus. On ne tient Oui. tous plus, on Y s'accroche à a-t-il micro. un ou une préquelle, parce que oui, le mot est à la fois féminin et masculin. Petit moment anecdote, parce que ça provient de l'anglicisme prequel, qu'on a vu traduit consécutivement à la fois au masculin et au féminin. Mais d'abord, petite définition. Alors, selon le Robert en ligne, un ou une préquelle, c'est un épisode d'une œuvre dont l'action se situe avant celle des épisodes précédents. Et selon le Wikipédia, c'est une œuvre dont l'histoire précède celle d'une œuvre antérieurement créée. Voilà. Donc, en gros, c'est un retour en arrière pour comprendre souvent les enjeux de la quête d'un personnage, les origines de son histoire, comment il est devenu tel qu'il est, etc. Et donc, c'est souvent question de backstory tragique avec des événements compliqués qui ont été formateurs pour le personnage, qui expliquent ses faiblesses, comment il aurait acquis ses pouvoirs, etc. Ce n'est pas à confondre avec juste une simple analepse, un simple flashback, qui est vraiment un fragment de saut dans le passé au sein de l'œuvre principale, une séquence rétrospective, on pourrait dire. Ici, le préquel ou la préquelle, c'est une œuvre qui peut se penser comme véritablement autonome de l'œuvre principale et qui se constitue en un tout elle-même. Alors, les préquels, c'est pas quelque chose de nouveau qui a été inventé par le cinéma, loin de là. Parce que pour tout vous dire, parmi les tout premiers préquels de l'humanité, on peut compter les Chants Cypriens, qui datent environ du 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est une estimation, et qui retrace les origines de la guerre de Troie que l'Iliade et l'Odyssée de Homère ont raconté plusieurs décennies plus tôt, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais bien plus récemment, on peut également citer la deuxième trilogie Star Wars, qui est sortie entre 1999 et 2005, et qui est d'ailleurs appelée également la prélogie, qui nous raconte en fait les origines, les événements qui ont eu lieu avant la naissance de Luke Skywalker. Et en fait, cette seconde trilogie, elle est à l'origine même de la vaste médiatisation du mot préquel. Voilà. Sinon, on a plein d'autres préquels super connus. Je vais un peu vous quizer ici pour voir. J'essaie de prendre des petites références. Alors, c'est très simple, sachant que j'ai très peu de pour une fois que je peux jouer à un quiz, laisse tomber, je suis à 200% là. Mais vous allez avoir toutes les réponses parce que moi, je les ai. Mais voilà, c'est pour échauffer un petit peu vos cerveaux. Attends, donc, je vais vous dire le nom d'un ou une préquelle et vous allez devoir me dire quelle est l'œuvre d'origine de ces tirés. J'espère que vous êtes chaud, les gars. Alors, première, et celle-là, elle est pour Eva, House of the Dragon. Game of Thrones. Oh putain. Eva, je vais wake up. Le chat poté. trop vite. Shrek. Prometheus. Alien. La trilogie du Hobbit. Seigneur des Anneaux. La Nonne. Conjuring. La tour de contrôle infernale. La tour d'Infernus. Yes. On en a parlé tout à l'heure. Je les ai tous, moi. Les animaux fantastiques. Harry Potter. Pearl. Oh putain, Maxime. Il y a la trilogie Ouais, Maxime. il y en a une deuxième. Et juste avant, c'était... attends. Une lettre. Oui, c'est une lettre. C'est Ah. X. Oui. C'est X là. Mais... Kong Skull Island. C'était les Godzilla. Dragon Rouge. Anime Lecter. Bravo, vous êtes on fire, c'est trop fou. Vous êtes on fire. Marco est on fire. Je vous vois Marco désormais. De oui, je n'ai pas entendu la voix de Félicia. Aussi les franchises, c'était... Ouais, mais c'est ok, il a essayé, j'ai senti son aura. Ouais, j'étais là, j'écoutais bien. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Non, mais ce qui m'a perturbé, c'était avec le chapeauté. Depuis, je me suis arrêté parce que tu vois, moi, toi, t'en as parlé en tant que spin-off. Ouais, et tu avais parlé de Cruella aussi, que j'avais aussi mis en préquel, mais du coup, je l'ai retiré. Non, mais oui, c'est les deux, c'est un peu spin-off et préquel. Ouais, parfois, j'ai l'impression que la limite, elle est très fine entre les deux, et ça peut être à la fois l'un et l'autre. Mais du coup, voilà, comme ça, vous avez peut-être une idée un peu plus concrète pour les personnes qui nous écoutent également. Mais du coup, vous allez me dire, au milieu de tout ça, où est Spider-Man ? Et dans le cas des œuvres cinématographiques, il n'existe pas de film préquel à proprement parler, même si quelques œuvres s'en rapprochent. Par exemple, on en a parlé, mais Madame Web, on ne peut pas vraiment parler de préquel en tant que tel, parce que c'est juste un fragment minime du film, mais on peut voir la maman de Peter Parker, Marie, qui tient au début du film une baby shower pour son fils, qui va bientôt naître, et à la toute fin du film, on la voit accoucher d'ailleurs du futur Spider-Man. C'est vrai. Un autre exemple, même s'il ne s'agit pas de cinéma mais d'une série télé, mais bon, on va dire que ça compte, !c'est la série qui est sortie l'année dernière, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, c'est vrai, sur Disney+, qui retrace les origines de Peter Parker et ses débuts en tant que Spider-Man dans un univers parallèle où ce ne serait pas Tony Stark qui aurait été son mentor, mais bien Mr. Osborn. Donc, comme je viens de le dire, il y a de nombreuses franchises qui ont fait appel à des préquels pour alimenter les backstories de certains personnages plus ou moins importants, parce qu'ils savent que en fait, c'est un moyen d'amener les nombreux fans de l'univers en salle, comme on l'a dit, comme l'ont dit Eva et Félicien tout à l'heure. C'est une manière aussi d'enrichir un peu le lore de tout un univers.
Et je pense que du coup, c'est qu'une question de temps, à mon avis, avant de voir des préquels pour Spider-Man ou même pour ses proches, qu'il s'agisse de ses parents qui ont eu, on l'a dit, une mort assez tragique quand il était enfant, sa tante May, l'un de ses très nombreux ennemis comme le Docteur Octopus, que je sais pas pourquoi j'appelle Docteur Coco à chaque fois. Ou, Dr. Rock. Voilà, Dr. Rock, ou bien aussi Norman Osborn, par exemple. Mais du coup, moi, comme Félicien, je découvre complètement Spider-Man, donc je pourrais pas vous en dire plus, mais je m'adresse à vous, Eva et Marco, les professionals. Qu'est-ce que, selon vous, seraient vraiment des pistes intéressantes de préquels potentiellement à aborder pour alimenter l'univers de Spider-Man ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse ? Genre, s'il y avait ça un existe personnage déjà un qui peu. serait un peu intéressant, mais qui est vraiment son œuvre à lui, par exemple le Docteur Coco. Si ce serait intéressant pour vous, est-ce qu'il y a des personnages dont vous avez envie de voir un peu l'histoire alimentée ? Bah après, il y a déjà en soi une forme de. C'est bizarre de dire préquel, mais avec le Far From Home, du coup, qui Ouais. remet les deux autres Spider-Man dedans, on peut dire que du coup, les deux autres sagas sont en plus de reboot des préquels, vu que maintenant ils sont canons dans l'histoire de base. Ça qui est un peu particulier avec Spider-Man, c'est qu'en ayant fait ce truc-là, bah, du coup, ils ont rendu ces œuvres-là canon. Et donc, mais vu qu'elles sortent après, c'est un peu particulier. Mais moi, les personnages qui m'intéressent, c'est plus du coup dans le film d'animation. J'aurais adoré avoir un préquel, enfin un spin-off alias préquel sur, par exemple, je sais pas si vous l'avez vu du coup, mais sur comment est-ce que c'est créé ce truc-là. Donc sur comment est-ce que c'est créé ce multiverse avec les Spider-Man qui vont dans les différents univers, sur la création avec justement l'antagoniste qui est pas vraiment antagoniste, mais sur lui, ça aurait été hyper intéressant quoi. Enfin, moi, j'adorerais. Bah oui, je voulais aussi qu'on en parle ensemble parce que du coup, j'ai regardé pour les biens de ce podcast le film Into the Spider-Verse. En français, c'est Spider-Man New Gen. Absolument. Le film d'animation. Et je me disais aussi que déjà, c'est une super porte d'entrée, je le disais à Marco tout à l'heure, pour les personnes qui ne sont pas du tout familières à l'univers de Spider-Man. Je pense que c'est un super moyen de ne pas être débordé par toutes les histoires et tout, qui, je pense, les films, comme par exemple celui qui est sorti au cinéma, est un peu... bien sûr. Too much peut-être pour les personnes qui débarquent, mais le film d'animation est vraiment chouette. Et je pense qu'il y a des choses dans le médium animation lui-même qui fait que ce serait super intéressant de faire des préquels. Par exemple, si on veut faire un film qui veut vraiment s'axer sur la psychologie des personnages, sur les ressentis intérieurs du personnage. Je sais pas pourquoi je pense à Ratatouille. Mais t'as raison. Dans Ratatouille, on a toutes ces abstractions, ces images très abstraites avec des couleurs, des formes et tout ça qui représentent des ressentis. Et je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à creuser avec le cinéma d'animation, notamment, par exemple, pour voir, je sais pas, comment l'araignée radioactive pour Miles Morales en est arrivé là, etc. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à explorer. Surtout qu'on disait avec Marco qu'il y avait une esthétique assez particulière pour ce film d'animation qui est vraiment magnifique et je pense qu'on pourrait complètement capitaliser là-dessus. Voilà. Oui, moi, juste pour deux mots aussi sur le film d'animation, qui est de très loin mon film préféré des Spider-Man, du coup, le 1 et le 2, mais je suis plus sensible à l'animation de base. Je veux dire, Félicien, si tu le vois, tu vas devenir fou, parce que c'est simplement ça fait partie des chefs-d'œuvre de l'animation de tous les temps, quoi. Et il a même gagné un Oscar, je veux dire. C'est le seul film Spider-Man à avoir gagné un Oscar pour sa réalisation, je veux dire, hein, pas pour ses effets pratiques, ou pas pratiques, je veux dire, mais incroyable. Et le film, le 1 et le 2, moi j'ai une préférence pour le 2 parce que je l'ai vu en salle, le 1 non. Et par contre, le 2, je sais que tu l'as pas encore vu, Lucie, mais il y a toute une scène d'introduction où ça commence justement la psychologie du personnage. Et là, on se concentre un peu plus sur Gwen Stacy, qui est une Spider-Woman. Spider-Girl. Et donc, on a du coup cette scène où elle commence avec la batterie. Et en fait, elle est dans une passe down, vraiment. Et donc, elle commence avec la batterie. En fait, à chaque fois qu'elle fait une note de musique, il y a une lumière, du coup, une couleur qui va se mettre en fonction de cette note. Un peu à la Ratatouille, justement. Ouais. C'est pour ça que je fais le lien directement. Ah, j'adore. Et en fait, ça commence comme ça, où ça sert aussi de rappel à ce qui s'est passé avant. Et à la fois, ces touches de couleur apportent des trucs. Et en fait, l'animation, il s'éclate dessus. Ouais, ça se sent. Jouissif à regarder. Je veux dire, dans le 1, on a vraiment. Chaque Spider-Man a une patte graphique, a une couleur et un style graphique qui est spécifique. Et vu qu'il y en a 6, en fait, on en a 6. Et dans le suivant, il y en a 100 des Spider-Man. Oh, waouh! Et donc, en fait, tu vas avoir des pattes graphiques qui changent tout le temps, qui mangent. C'est incroyable. Le 2 est encore plus fou que le 1. Et c'est magnifique à voir. Je veux dire, c'est en plus de voir Spider-Man, moi, Spider-Man, je suis pas spécialement sensible à lui. C'est pas moi qui ai voulu faire cet épisode, c'est parce que c'est l'actualité. Je le dis, voilà. Mais ce Spider-Man-là, je suis obligé de dire que ça fait partie de mes films d'animation préférés. Vraiment. Fort. Je l'aime. Bah oui, j'ai ici sous les yeux, il a gagné quelques prix en 2019. Il a eu pour meilleur film d'animation le Golden Globes. Ouais. Il a eu le Critics' Choice Movie Award, BAFTA et un Oscar, comme tu l'as dit. C'est fou de meilleur quand film même. d'animation. Ouais. Bah, je veux dire, il est au même rang. Les autres films qui ont eu les Oscars, on peut citer Shrek notamment dans les films, Wall-E. Je veux dire, il est sur ce rang-là de films majeurs. Et honnêtement, c'est pas un film pour enfants par contre. Faut pas, voilà. Non, je remets ça en place. C'est trop rapide pour un enfant. Il n'y a pas spécialement de son, etc. C'est juste trop rapide. Les enjeux sont trop grands. Et en fait, il comprendra pas. C'est un film pour adultes ou grands ados, mais pas en dessous, quoi. C'est ça que je veux dire. Complètement. Gros fan.
Ouais, c'est validé. C'est validé. Je valide. Validé par Lucie, alors qu'elle n'aime pas trop les Spider-Man, enfin qu'elle n'en a pas vraiment vu. Ouais, on en Voilà. parlera tout à l'heure du film qui vient de sortir. Désolée, je passe toujours à côté du nom. Brand New Day. Brand New Day, c'est ça. Bah, on sent que c'est un univers similaire, mais c'est radicalement différent pour le coup. J'ai beaucoup plus accroché à l'animation. C'est parce que c'est l'animation. Bah ouais. Évidemment. C'est pas sur Astico, c'est sûr. Oh mon Dieu. Super, merci Lucie. Et maintenant, justement, après cette petite pause, je vous propose de parler un peu de Spider-Man, Brand New Day. I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man. We're faced with a threat that can be anyone. You sure you want to do this, Scorpion? You think I'm Scorpion? Talk to Banner? No Banner. Only Hulk. Rebonjour, vous êtes toujours sur 48 FM. C'est vrai que c'est la troisième fois. Ouais. En plus, vu que l'épisode est fort court, je pense que les introductions sont très rapprochées. Mais c'est pas grave, vous êtes toujours sur 48 FM. C'est un plaisir de vous faire écouter notre super podcast 24 images par seconde. Et tout de suite, une petite critique de Marco, Eva et Lucie du tout nouveau Spider-Man qui déchaîne les foules. C'est le cas de le dire. Donc effectivement, c'est le Spider-Man de Destin Daniel Cretton avec, je ne fais pas le casting, vous le connaissez, mais Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink notamment. Je vais donc faire le petit synopsis d'Allociné, on les remercie. C'est un tout nouveau jour pour Peter Parker. Dans un monde qui ne se souvient plus de lui, il poursuit sans relâche sa lutte contre la criminalité. Mais le sentiment d'avoir été oublié par ses amis, qui avancent désormais sans lui, provoque un changement chez Peter qu'il n'est pas en mesure de contrôler. Et pourtant, c'est cette mutation qui pourrait être sa seule chance de s'opposer à un adversaire terrifiant, capable d'agir sans jamais être repéré et prêt à s'attaquer à la ville et tous ses proches. Car le monde ne se souvient plus de Peter Parker. Oui. Voilà. On en parlait la semaine passée, mais c'était une semaine catastrophique et je pense que Spider-Man m'a fait beaucoup de bien. Oh Jésus, oui. Oui. Non, j'aime beaucoup. Je le compare par rapport aux autres films de Tom Holland, du coup, qui n'ont pas été réalisés par la même personne et tout est beaucoup plus beau. Mais je laisse parler quelqu'un d'autre parce que je serai pour finir. J'ai fait le résumé. Donc, Lucie. Oula. Commençons par la positive. Moi, je suis plutôt moyenne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que je n'étais pas dans le micro, désolé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, c'était mon introduction au film Spider-Man. J'ai eu du mal à me mettre dedans, mais c'est à prendre avec des pincettes, mon avis, parce que du coup, je pense que ce film comprenait énormément de références à toute l'histoire de Spider-Man, etc., que je n'ai pas saisi. J'ai vraiment passé 2 heures à te dire, Eva, et ça, c'est qui ? C'est qui, lui, déjà ? Donc... Oui, c'était assez indigeste, mais en fait, je comprends pourquoi certaines personnes peuvent être complètement fans et tout. Je pense que juste, j'aurais dû commencer dans l'ordre. Et que là, du coup, j'ai sauté dans le train en marche, je crois que c'est ça qu'on dit. Ouais. Mais en fait, je suis un peu mitigée dans le sens où il y a des choses que je trouve tellement clichés que ça m'a un peu saoulée. Par exemple, il y a cet humour très particulier, très super-héros, un peu... second degré et tout, qui me fait rire 2 secondes, mais en fait quand ça revient trop ça me saoule, mais je pense que ça fait un peu partie du film et de la franchise en soi, dans le sens où Peter Parker, j'ai l'impression que c'est juste un mec chill en fait. Oui, c'est ça. Mais oui, j'ai un peu de mal avec cet humour et tout, mais je pense que c'est pas une question de c'est bon ou mauvais, mais c'est juste une question, je ne suis pas le public cible. Mais au plus le film avançait, au plus j'étais prise dans l'histoire. Je pense notamment au personnage de Sadie Sink. Je vais essayer de rien spoiler, mais que j'ai trouvé vraiment chouette. Après, voilà. J'ai pas spécialement de choses à dire parce que je pense que, comme je l'ai dit, j'ai pas cette nostalgie en regardant, en me disant « Ah, j'ai la ref et tout. » Donc voilà. Non, j'entends. Je pense que j'en resterai là. C'est pas mon délire de film, mais j'ai pas exécré le moment. Je pense qu'avec Eva, justement, c'est ça un peu le truc. On a les 3 films en tête qui viennent avant, et on a celui-là qui tombe comme 4e, et on se dit... quelle bouffée d'air frais. Quelle bouffée d'air frais, vas-y Eva. Vraiment. Mais, et puis, il y a aussi le truc de... je suppose que Marco, c'est comme ça. Moi, j'ai été bercée avec les Spider-Man de Tobey Maguire, et donc, il y a un truc un peu, en tout cas dans celui-ci précisément, de Madeleine de Proust, et de plein de mécaniques et de trucs propres au Spider-Man qui... avait été complètement mis sur le côté au profit d'un truc super léché, un peu dégueulasse.
des 3 premiers avec Tom Holland qui, Nul. Iou, et qui ici, genre vraiment cette bouffée d'air frais à l'image de putain Spider-Man qui se balade entre les immeubles en faisant qui voltige. qui voltige, genre vraiment c'était jouissif pour moi de voir ça. En ayant en tête ma super enfance avec Tobey Maguire et les moments atroces que j'avais passés ces dernières années au cinéma en regardant Tom Holland, qui faisait que j'allais du coup voir celui-ci avec des pieds de plomb. Enfin, pour moi, je l'ai pas aimé parce que, comme Marco en parlait tantôt, le dernier était absolument atroce. Et en fait, honteux. Grosso modo, les deux font un peu la même chose. Genre, c'est un peu du fan service. Non, c'est pas le même fan service. Ah non, mais oui, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Genre, c'est dans l'idée de faire plaisir aux fans, dans le 3 de mettre tous les trucs au forceps. Au forceps. Et ici, c'est fait de manière tellement élégante. Et vraiment est jouissif et ça trahit pas. Et tu vois bien que. Il y a du respect de l'œuvre en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Même si en soi, c'est pas le film de l'année, les dialogues sont, ma foi, empoulés, exactement, et ça reste un truc. Le personnage de Punisher, par exemple, c'est vraiment un personnage fonction. Hein. C'est un personnage qui est là pour faire avancer l'intrigue et pour le sauver à certains moments, qui est comme un grand frère pseudo-truc. Voilà, et qui arrive là, pile au moment où on a besoin de lui et tout. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Voilà, faut pas oublier que ça reste à Marvel. Et c'est donc, ça. Je pense que ma critique, moi aussi, j'ai mis quand même une bonne note parce que je le critique à l'aune des films précédents. Bien sûr. sûr. Surtout du MCU de façon générale. Et en fait, c'est un vent de fraîcheur. Et comme tu le dis très bien, la voltige, en fait. Spider-Man, c'est un personnage hyper cinématographique. Il vole, il fait des acrobaties, il store, il bouge, donc la caméra peut le suivre, peut faire plein de trucs chouettes, quoi. Et Sam Raimi l'a fait, et ça, on prouve qu'on peut arriver à faire des trucs. Et là, en fait, l'idée de John Watts, je méprise fortement John Watts, parce qu'il est vraiment un tâcheron de l'histoire cinématographique du MCU, et pourtant qui va rentrer dans l'histoire parce que justement c'est un tâcheron. Mais pendant 3 films, lui, il se dit, non, mais en fait, au cinéma, ce qu'il faut, c'est être à la place des gens qui sont au sol et pas à la place de Spider-Man. Donc, on va filmer les plans de voltige du sol. Iou. Ah, idée de merde, parce que le but, on veut être avec Spider-Man, mais c'est nous du voler. Spectaculaire. Ah oui, c'est ça, on veut voir des trucs, surtout c'est un film de super-héros, donc on s'en fout on veut être le super-héros, on veut pas être le PNJ qui se fait défoncer par un immeuble. On va avoir le vertige. Oui, c'est ça. Bien sûr. Et après, j'avoue, il y a eu quelques plans de voltige où j'avais l'impression que c'était pris à la GoPro. D'ailleurs, je l'ai dit à Eva, ça m'a un peu. Les fonds verts sont un peu dégueux. Hein. Par moment, on est d'accord. Les plans, quand il plonge, à un moment donné, il plonge, donc la caméra le suit et il plonge avec lui. Je me suis dit, waouh, le fond vert. Ouais, il y a eu quand même des moments où j'avais mes limites avec ça. Il y en avait, mais je ne sais pas sur quoi ça se basait, mais il y en avait qui étaient vraiment chouettes et d'autres où je me disais, j'avais l'impression d'être dans un vlog YouTube un peu Red Bull. C'est le principe des Marvel en ce moment. Ouais. La qualité est inégale dans le film et il y a des moments où ça fonctionne très bien. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, c'est aussi la première fois ils ont marketé ça, mais les plans à l'intérieur du masque. Vous voyez, un peu à Iron Man. Ah bah moi, ça, je sais pas ce que j'en pense. Moi, franchement, parce que tu te rends pas compte des 3 films qu'on s'est tapés avant. Oui, en fait, c'est sûr. Là, ici, en fait, il y a un dialogue avec le film qui dit qu'en fait, il y a le Spider-Man dans le masque et le Spider-Man en dehors du masque. Donc il y a Peter Parker et Spider-Man. Cette dualité-là, c'est ce qui est travaillé dans ce film-là. Donc c'est-à-dire que dans les 3 premiers, on est sur une dualité entre les deux. Là où Tobey Maguire était un super bon Peter Parker, qui était hyper travaillé, donc là où il y avait toutes ces dimensions sur le palier, etc., où lui qui est photographe et tout ça. On a eu après Amazing Spider-Man, où là c'était vraiment un super bon Spider-Man, avec des vrais plans de voltige, des vraies aussi idées par rapport à ça, des vrais plans cool. Moi je pense au plan dans l'école, tout le 1 avec l'école était vraiment cool, je sais pas si tu te souviens Eva. Oui. Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Et Oui. ici, je trouve qu'on a sur un bon mélange entre les deux. Là, en fait, Tom Holland a eu suffisamment de films que pour qu'on comprenne qui il est comme Peter Parker. Et maintenant, on comprend aussi qu'il est comme Spider-Man. Et dans ce film, justement, qu'on a assez plein à l'intérieur de lui, là, on comprend que c'est plus que Spider-Man. Et il veut récupérer son identité de Peter Parker. Et je sais que c'est un peu méta et tout ça, mais je trouve que l'idée de montrer qu'il est perdu parce qu'il sait pas qui il est en tant qu'adolescent, justement, et que après que tout le monde l'ait oublié, il veut plus être Peter Parker, il veut juste être Spider-Man, bah, c'est pas spécialement maltraité, c'est ça que je veux dire. Et en plus de ça, les plans sont au service de la les plans sont au service du scénario. Bon, le scénario est un peu gros, donc les plans sont un peu gros, les plans sont un peu surfaits, mais je trouve que le scénario est à l'image de la mise en scène et inversement. Et moi, ça me va bien. Je trouve qu'il y a des idées, des fois, ils ont des trucs, ça foire. Mais par exemple, tous les plans avec Sadie Sink et donc les plans où il tombe et où il y a l'autre qui se relève, etc. Je trouve que ça donne super bien. Ouais, le fait de suivre avec lui, qu'on le suit avec les yeux, etc. Il y a vraiment un jeu avec le spectateur qui est là. Et moi, je m'amuse en fait devant le film. Et le film est suffisamment généreux pour que moi, je sois content de voir des références et tout ça. Et en plus de ça, j'adore voir Tom Holland qui fait son Spider-Man. Je trouve qu'il est un super bon Spider-Man, vraiment. On a déjà eu le débat, etc. Mais je trouve que dans le film, là, il a vraiment ce côté un peu innocent et juvénile. Il a à la fois ce côté où maintenant il devient un peu mature et on justifie le fait qu'il est plus mature justement en ayant fait passer ses années au fur et à mesure. Et il y a cette scène dans sa psyché avec sa mémoire. Je vais pas spoiler cette scène-là, mais voilà, vous voyez sur son lit, son lit à étage là, qui est super belle aussi. Et on parle de ça, on a Sadie avec toute sa personnalité et ses caractéristiques
qui est là et qui rentre en confrontation avec lui. En fait, c'est un peu les mêmes personnages. Enfin, je trouve que vraiment, moi, je trouve que c'est un bon film. C'est pas un grand film. Tu as tout à fait raison. Je pense qu'il mérite pas plus que 3 de base. Mais au vu de ce qu'on nous a donné depuis un petit temps, en fait, j'ai envie de le valoriser et de dire allez le voir. Il mérite son box-office. Il mérite un peu ce qui lui arrive pour une fois. Je suis d'accord. Vas-y. Je sais pas si quelqu'un avait autre chose à dire. Très honnêtement, pas grand-chose de plus. En soi, je pourrais en parler longtemps, mais je ferais des redites, quoi. C'est le truc de... Voilà, espèce de doux concentré de Madeleine de Proust qui revient à plein de reprises. Avec et qui me permet de passer à côté de tout ce truc des dialogues en poulet, de la morale héroïque chiante américaine. Une demi-heure en trop. Mais après, oui, voilà. Une demi-heure en trop aussi, oui, clairement. Mais je pense qu'il y a aussi un truc où tu passes un contrat avec le film quand tu sais que tu vas regarder un Spider-Man, tu sais qu'il y a tout ce qui va avec, la morale à 2 balles et tout. Genre, je pense que c'est pas pour ça, dites-moi si je me trompe, mais que vous allez voir le film. C'est un film à ressenti et du spectacle et tout, et ça, je peux comprendre. Ouais. Mais je peux comprendre que... Genre toi, ou parce que Hello là, est venue le voir avec nous. Ouais, elle était saoulée, Hello. Ouais, elle était fort saoulée. Et I get that, parce que de fait, à partir du moment où... Le film est pas voilà, il ne vole pas très haut en soi, et que si t'as pas du coup le truc d'avoir vu les 3 précédents, d'avoir été bercé dans ton enfance par Toby et par Andrew. Genre, je peux comprendre qu'on reste complètement en dehors de ça. Ouais. Et donc oui, je pense que moi, le très 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 grande partie de mon plaisir est venue de ce sentiment-là de nostalgie de Madeleine de Proust. Je valide. Je valide, oui. Il y a aussi ce sentiment-là, mais en plus de ça, j'ai encore envie de lui tirer encore 2-3 trucs. Moi, par exemple, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut mettre autant d'argent pour un film et mettre des musiques de Bad Bunny aussi peu de temps. Mais oui, parlons-en. C'est vrai, à un moment donné, il y a une musique de Bad Bunny, elle dure 20 secondes. Et tu te dis, il va se passer un truc et juste, il se passe rien, la musique. Ils ont juste la thune pour mettre une musique pareille. J'imagine pas la quantité de thunes qui a dû leur coûter cette musique de Bad Bunny, mais ça a dû coûter une fortune monstre. Et je me suis dit, des fois, ils se permettent de mettre des musiques de fou comme ça. La musique de fin du générique, je me suis dit, mais attends, c'est qui? Et après, je regarde le générique, je me dis, oh mon dieu, je ne veux pas vous la spoiler. Mais il y a la musique de Time Impala aussi à un moment. Oui, mais la musique de fin du générique, je vais pas la spoiler parce que quand on l'écoute, on dit, non, ça peut pas être ça. Si, c'est ça, ok. Mais toutes les musiques sont folles et sont juste. Voilà, ils ont de la thune, et en vrai, tant mieux. Mettez-la pour la musique, etc. Faites vivre des auteurs, on s'en fout, mais waouh, c'est fou. C'est fou d'écouter ce genre de truc. Je veux dire, moi qui suis pas un fan de Bad Bunny, genre avoir écouté la musique dans le film, je me suis dit, comment ça se fait? Genre, surtout que ça n'a aucun sens de la mettre à ce moment-là. Genre, ils veulent juste montrer qu'on a de la thune. Allez-y. Franchement, allez-y. Si vous avez tant de thune que ça, le film a coûté je sais pas combien, donc lâchez-vous. Je préfère faire. Voilà, allez-y, quoi, ouais. Et oui, la musique, par contre, est inutile. Hein. Je veux dire, il y a des gros problèmes et. Je regrette, je pense qu'Eliott n'ira jamais voir ça, mais je serais curieux d'avoir son avis de compositeur par rapport à la musique du film, qui je trouve est comme en fait les autres, mais manque des fois d'intention et de, je pense notamment à un truc final, on va dire, où en fait on sait qu'il se passe rien à cause de la musique. Oui. Je trouve ça un peu dommage. C'est vrai, je vois. Mais bon, voilà. On s'arrête ici pour Spider-Man. Je pense que nous pouvons. On va clôturer aussi le podcast, du coup, n'est-ce pas, Félicien? Parce que tu es en train de dépérir tout seul de ton côté. Oh non, mais j'écoute, je me dis waouh, je n'irai pas voir ce film. Non, ça m'a donné envie d'un petit peu découvrir. Ça m'a un petit peu donné envie de découvrir l'univers Spider-Man, mais je pense qu'il ne faut pas commencer par celui-là. Je pense que c'est la conclusion. Donc je pense, voilà, personne ne s'intéresse sûrement à ma vie, mais peut-être que je regarderai les films d'animation qui ont l'air relativement sympas et chouettes. Non, les films d'animation sont excellents, vraiment, tu vas adorer. Oui, donc ceci clôture notre petit épisode sur les franchises et sur Spider-Man plus précisément, notamment en fait. Et donc, avant de terminer, une dernière petite question. Quelle est votre franchise adorée, la franchise à laquelle vous êtes attaché et une franchise que vous aimez vraiment beaucoup d'amour, peu importe laquelle, on est OK sur tout. I cannot say that, but because transphobie. Ouais, mais en fait, j'entends. En fait, moi, c'est genre, I couldn't care less là maintenant, hein, mais on a été bercés à Harry Potter tous. Et j'envie beaucoup les petits-enfants qui grandissent maintenant avec des parents Potterhead et qui auront une série Harry Potter et qui ont Hogwarts Legacy. Ouais, mais ils peuvent pas la regarder. En fait, mais non, don't give money to her. Mais en streaming et en téléchargement, franchement. Mais non, boycott sur les sites de streaming qui lui donnent des sous parce que... Ouais. C'est fou parce que du coup maintenant même ça me donne la nausée de le dire, de le dire, et puis surtout d'imaginer la thune que j'ai mis là-dedans quand j'avais genre 13-14 ans. La même Eva. Ouais, moi aussi, hein, j'étais voir 5, 6,
7 partie 1, partie 2 au ciné. Alors Ouais. que j'avais pas l'âge du tout pour aucun des films. Ah, moi, j'ai été voir le partie 2 au cinéma, j'avais j'avais quel âge? C'était en quelle année? 2011. Putain, j'avais 6 ans. Et j'avais été avec un groupe scolaire. Genre, j'étais dans des plaines de vacances et je me souviens être dans le rang et être là. Bon, je sais pas de mon âge. Pourquoi on va me faire voir ça? Mais non, c'est trop dommage parce que les films sont vraiment chouettes aussi. Ah, si. Ça, on pourrait en débattre longtemps. Mais Enfin, c'est un épisode point de là-dessus, vue mais- qui vient de mon cœur, pas de ma raison. Ouais, tu vois. je pense mais aussi. franchement, il y a tout un univers et tout, ils ont vraiment géré. Ouais. Moi, voilà. Bah, après, je les ai pas vus depuis quelques années, donc ça se trouve maintenant, je. Mais je pense qu'en fait, c'est pareil, là, c'est de la Madeleine de Proust. Ouais, exactement. C'est de la Madeleine de Proust. Ça, c'est sûr. Oui, certain. j'entends. Harry Potter, moi, ça a été aussi un truc. Ouais. Et toi aussi, Lucie, du coup, Harry Potter? Ah ouais, de ouf. Bah là, je suis en train de vendre plein d'affaires sur Vinted, du coup. Ok. Mais je dirais la même chose. Après, mais j'ai beaucoup aimé le labyrinthe aussi quand j'étais plus c'est vrai, on en jeune. avait parlé. Ça, c'était vraiment chouette. Et les livres sont radicalement différents des films, donc lisez les livres qui sont excellents. J'aime bien les zombies. Ouais. Les zombies, moi, j'ai toujours un petit. J'aime bien les zombies, et c'est vrai que mais là, c'est catastrophique. Mais ouais. Bref. Mais après, il y a aussi les Hunger Games, of course. Mais en fait, je trouve on a grandi dans une génération qui était à fond dans les sagas. J'ai l'impression Dans que les maintenant... franchises. Parce que dans les sagas. Oui, c'est vrai. My bad. En plus, on m'a appris la différence. Mais oui. Bah oui, mais ouais. Oui, c'est le normal, Seigneur hein. des Anneaux, sinon. Ouais. Non, mais Qui j'ai ne passe pas le c'est test la de même Bechdel. heure. C'est pas parce qu'un film ne passe pas le test de Bechdel que malheureusement il n'a pas compté dans une cinéphilie. Hein. Ah, bien sûr, bah, moi je. Je pense que par exemple Fight Club ne passe pas ce test. Bien sûr que non. Même pas un C'est centième. un homme qui se parle tout seul. Mais tu vois, Oh non, toi, si, non, mais. Mais Voilà. j'aimais bien moi ce film pendant Bien longtemps. sûr. Et encore maintenant, j'apprécie quand même le film. Félicien. Bah non, mais je vais pas être très original, mais je pense Seigneur des Anneaux. En vrai, je trouve que c'est une des sagas qui est parce que c'est L'une quand des même une plus saga. mythiques, pour le oui, coup, non, c'est bien une sûr. des plus mythiques et qui est quand même relativement bien construite, enfin très bien construite même. En même temps, elle se repose quand même sur un mastodonte de la littérature. Ouais, le mastodonte du Mais fantasy. ouais, j'ai pas eu le même rapport au Harry Potter, mais c'est vrai que c'est une des premières franchises que j'ai pu aborder avec Star Wars aussi. Ah putain, j'allais en parler. Maintenant, il y en a aucune sur lesquelles j'ai fait d'obsession, donc je sais que voilà, j'ai un rapport plus reculé à ça et je sais que Star Wars, je trouve qu'ils en font trop. Genre. Ah bon? Voilà, je pense ne pas être le seul à penser ça. Mais j'ai revu il y a pas très longtemps le tout premier et j'ai pas aimé. Donc Le tout premier ordre chronologique. le tout premier ordre chronologique. Oui, Bah, c'est normal, Donc alors, le 4, mais c'est Oui, sûrement c'est un peut-être déchet. non. Moi, saga d'enfance, Enfin, c'était à la fois c'était Harry Potter et le Seigneur des Anneaux qui se confrontaient en parallèle et qui étaient à égalité pour moi. Puis JK, donc j'aurais dit Seigneur des Anneaux maintenant. Mais ouais, moi j'ai grandi aussi avec les Hobbits du coup. J'ai été Mhm. voir les 3 en salle et je fais partie des rares. Je sais pas si on est beaucoup à aimer les Hobbits. En fait, je trouve que c'est vraiment des bons films avec des très belles totalement. VFX notamment. Et les combats, je les trouve pas dégueux en vrai. Voilà, il y en a. Je dis pas, il y a des gros défauts. C'est pas le Seigneur des Anneaux, ça ne vaudra jamais le Seigneur des Anneaux. Mais moi qui aime bien la fantasy, c'est un truc qui me plaît Et bien. justement Et pour, justement, dans la une- continuité ouais, de c'est ça. Seigneur des Anneaux, moi, maintenant, du coup, ma franchise préférée, c'est Game of Thrones. Je veux dire, là, tout ce qu'ils font, en plus de ça, tous les trucs parallèles, etc. Jésus, oui. Je veux dire, House of the Ouais, Dragon, ouais, j'ai adoré. The Knight of the Kingdom, j'adore. Game of Thrones, même si la 8 est un peu en dessous, elle reste incroyable. J'ai lu les livres, j'ai lu tous les trucs parallèles. Voilà, je suis un gros fan de cette saga. Et pour l'instant, elle n'est pas encore cancel. Donc, voilà, j'aime bien. Mais non, mais Game of Thrones, c'est un délire. Mais c'est la continuité de Seigneur des Anneaux, je trouve que c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment totalement. c'est en plus mature, c'est en beaucoup plus complexe. Je pense que Dune, je pourrais adorer la saga, je l'ai juste pas encore lu. Mais par exemple, les films, j'ai beaucoup aimé les films. Les 2 films, voilà, Bah, on en tu parlera. vas Ouais, voir, c'est vrai. en lisant le premier, tu vas te rendre compte que le film est en dessous. Mais Et ça que de m'étonne fait, pas. Lynch, il a raison. Peut-être c'est pas possible d'adapter Dune correctement. Mais c'est pas parce que c'est. Mais c'est pas- parce que c'est un rageux qui a dit ça. Ouais, c'est ça, c'est un rageux, c'est tout. Donc sur Lynch, ça va bien de finir sur. Je vous propose de citer pour finir cette émission un docteur un peu bizarre, #strange. Hashtag strange. Et je termine en disant ça parce que c'est notre fin à tous. Dans tous les univers, Spider-Man meurt. Mais c'est un spoil, ça. Ouais, j'allais dire. Non, c'est pas un spoiler. C'est juste que c'est une phrase qu'il dit dans Far From Home, et il dit ça comme ça. Il le lance à la volée comme ça. Bah, Comme il ça. le lance parce que ça n'a pas Collant. beaucoup de sens dans Far From Home de dire ça, quoi. Mais bon, voilà. Au moins, on a une phrase de Dr. Strange pour finir cette chronique. Merci, adieu, à la semaine prochaine, jeudi Adieu. midi. Et Soubi. Bisous. Bisous.